la nuit où ma belle-fille, Sandrine, m'a lancé avec un ricanement que si j'étais si malin, je n'avais qu'à payer mes propres factures, fut le moment où une quiétude définitive s'est installée en moi. Pas une colère, pas un tumulte, juste une conclusion. Mon fils, Stéphane, se tenait près d'elle, approuvant d'un signe de tête comme si c'était anodin, comme si des décennies de dévouement pouvaient être écartées d'un revers de main. Leurs paroles me dépeignaient comme un fardeau, un convive s'incrustant bien au-delà du raisonnable, et non comme l'homme qui, discrètement, avait assuré que leur foyer reste éclairé, leur crédit immobilier honoré, leur confort préservé, alors que je m'endormais seul dans une demeure encore imprégnée du vide laissé par ma femme, Monique. Je suis resté muet. Je n'ai pas cherché à me défendre. J'ai simplement laissé mon regard parcourir cette pièce que j'avais aidé à faire vivre, et j'ai compris qu'il se croyait désormais affranchi de mon aide. Cette même nuit, j'ai bouclé une unique valise et je suis parti sans un bruit. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le silence est parfois une arme bien plus redoutable que l'affrontement verbal. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai observé à distance leur aplomb se transformer en désarroi, puis en véritable angoisse. Les factures s'accumulaient. Mes appels restaient sans réponse. Puis, un soir, mon téléphone vibra. La voix de Sandrine, tendue par la panique, vidée de son arrogance coutumière, exigeait de savoir ce que j'avais fait. À cet instant précis, j'ai saisi une vérité essentielle. La revanche ne se manifeste pas toujours par des éclats de voix ou des actes cruels. Parfois, elle s'avance posément, avec une précision chirurgicale, au moment opportun. Je m'appelle Pierre Dubois. J'ai 67 ans, ingénieur civil à la retraite, et j'ai consacré 40 ans de ma vie à la conception de ponts et d'autoroutes dans la vaste région du Grand Est. Monique, mon épouse, nous a quittés il y a 2 ans. Depuis, j'occupais la chambre d'amis chez mon fils, m'efforçant d'être utile, de trouver une place. Ce que j'ignorais jusqu'à ce soir-là, c'était l'ampleur de mon échec sur ces 2 fronts. Le repas avait débuté comme tous les dimanches soirs dans leur maison de campagne en Touraine. Un poulet rôti, une purée de pommes de terre, des haricots verts. Sandrine n'a jamais brillé par ses talents culinaires, mais j'avais vite compris qu'il valait mieux taire mes suggestions. J'avais appris à me faire discret, à occuper un espace minimal, à exprimer ma gratitude pour chaque assiette qu'on me servait, même lorsque les portions se réduisaient et que les conversations se refroidissaient. Comme à mon habitude, j'ai aidé à débarrasser la table. C'était ma manière de participer, de mériter ma présence dans cette maison où je me sentais de plus en plus comme un vieux meuble dont l'utilité était révolue. J'ai empilé la vaisselle, nettoyé les sets de table avec soin, me mouvant sans un bruit pour ne pas troubler Sandrine, déjà absorbée par son émission de télévision. C'est à ce moment que j'ai entendu sa voix. Elle s'adressait à Stéphane, qui, assis à l'îlot central de la cuisine, consultait son téléphone. Elle ne m'a pas jeté un regard. Elle n'a pas même accusé réception de ma présence à 2 pas de là, les mains chargées de vaisselle. Elle a simplement posé la question comme si j'étais transparent. Il repart quand chez lui? Il me faut la chambre pour autre chose. Mes gestes se sont figés. Le poids des assiettes dans mes mains sembla décuplé. J'ai espéré une réaction de Stéphane, un mot, n'importe quoi, qui rappellerait à sa femme que j'étais un être humain et non un objet à déplacer au gré de ses envies. Mais mon fils n'a pas relevé la tête de son écran. Nos regards ne se sont pas croisés. Il s'est contenté de hausser les épaules et de bredouiller qu'ils en reparleraient. Le silence qui s'ensuivit fut plus violent que n'importe quelle dispute. J'ai posé les assiettes sur le plan de travail. Mes mains ne tremblaient pas, mais au fond de moi, une fissure venait de s'ouvrir. Mon regard s'est porté sur la photographie de Monique, près de la fenêtre. Un petit cadre, presque anodin, que je leur avais demandé de conserver après son décès. Elle y souriait, ses yeux pétillants de cette intelligence vive qui la caractérisait. Personne ne lisait les gens comme elle. Elle perçait les apparences et les faux-semblants avec la même facilité que j'avais à déchiffrer des plans techniques. Là, dans cette cuisine, au sein de la famille que j'avais soutenue pendant une décennie, sa voix m'est parvenue, aussi nette que si elle se tenait à mes côtés. Lorsqu'ils te révèlent leur vraie nature, fais-leur confiance. Et ce jour-là, appelle Maître Leclerc sans tarder. Ce furent ses dernières paroles, à l'hôpital, 3 jours avant de s'éteindre. Sur le moment, je n'avais pas compris. Je mettais cela sur le compte des médicaments, de la confusion d'un esprit sur le départ. Mais Monique n'était jamais confuse. Elle était la personne la plus lucide que j'ai connue.
Elle avait perçu une chose à laquelle je m'obstinais à rester aveugle, et elle avait tenté de m'alerter. J'ai terminé le nettoyage de la cuisine dans un silence de plomb. J'ai dit bonsoir à Stéphane, qui m'a gratifié d'un vague regard. Sandrine n'a pas daigné répondre. J'ai regagné la chambre d'amis, mon refuge depuis 18 mois, et j'ai refermé la porte. Je suis resté longtemps assis sur le lit, à contempler mes mains. Ces mains qui avaient érigé des ouvrages d'art destinés à durer un siècle. Ces mains qui avaient accompagné ma femme dans son dernier souffle. Ces mains qui avaient rempli des chèques, paraphé des documents, et bercé des petits-enfants désormais trop pris par leur vie pour me visiter. Et pourtant, ces mêmes mains n'avaient pas su me bâtir un foyer où ma présence était souhaitée. J'ai fait mes bagages rapidement. Une valise, quelques tenues, mes médicaments, et la pochette en cuir contenant mes papiers importants. Pas un mot d'adieu. À quoi bon s'expliquer à des gens qui ne vous écoutent plus depuis des années? À 23 heures, j'ai franchi la porte de la maison de mon fils. Cette porte dont j'avais financé une partie, cette maison que j'avais aidé à rénover, cette famille que j'avais épaulée dans toutes les épreuves depuis plus de 10 ans. Nul ne m'a entendu partir. Nul ne m'a rappelé. L'éclairage extérieur est resté éteint. Cette nuit-là, je n'ai pas fui. J'ai enfin suivi le conseil de ma femme. J'ai roulé pendant près d'1 heure avant de m'engager sur le parking d'un hôtel de bord de route, à une trentaine de kilomètres du village. Le genre d'établissement impersonnel où l'on ne vous pose aucune question et où les draps ont une odeur aseptisée d'eau de Javel. J'ai réglé 3 nuits en liquide et j'ai monté ma valise dans une chambre dont la télévision était scellée au mur et dont la fenêtre donnait sur la route nationale. Il était plus de minuit lorsque je me suis assis sur le lit. Le silence, ici, était différent. Ce n'était pas le silence glacial et méprisant de chez mon fils, mais un vide plus profond. Un vide propice aux réminiscences. Et les souvenirs ont afflué, sans y être invités. J'ai repensé à ces 10 dernières années. Aux chèques signés. Aux problèmes résolus. À ce fardeau que j'avais porté si silencieusement que personne n'avait soupçonné son existence. Lorsque Stéphane et Sandrine ont acheté leur maison, il leur manquait près de 15 000 € pour boucler le rapport. Je les ai fournis spontanément, sans jamais envisager un remboursement. Lorsque la toiture a dû être refaite 3 ans plus tard, un autre chèque. 45 000 € de travaux au total au fil des ans, une nouvelle cuisine, un sous-sol entièrement aménagé. Toutes ces améliorations dont Sandrine se targuait lorsqu'elle recevait son club de lecture ou organisait des dîners. Et puis, il y a eu sa voiture. Sandrine avait embouti sa berline contre une glissière de sécurité un jour de verglas. L'assurance ne remboursait qu'une maigre partie du véhicule de remplacement. Stéphane m'avait appelé, la voix nouée par l'angoisse. J'avais viré 32 000 € sur leur compte avant même la fin du week-end. Sandrine n'en a plus jamais parlé. Le nouveau véhicule est apparu dans l'allée comme par magie, comme s'il était le fruit de sa seule réussite. Les frais de scolarité de l'école privée des enfants ont suivi. 28 000 € étalés sur 3 ans, versés directement à l'institution pour que les enfants bénéficient du même enseignement que ceux des amis de Sandrine. Je me revois signer ces chèques, à la table de notre cuisine, sous le regard indéchiffrable de Monique. Elle ne m'a jamais dit de cesser de les aider. Mais elle n'a jamais non plus suggéré que cela changeait quoi que ce soit. Peut-être voyait-elle déjà ce que je refusais d'admettre. Il y eut aussi une myriade de dépenses plus modestes. Les courses au supermarché en fin de mois difficile, les dépannages urgents d'électroménager, les cadeaux d'anniversaire, les participations aux fêtes de fin d'année, et les virements discrets chaque fois que la voix de Stéphane trahissait une pointe de honte. Je n'ai jamais attendu de reconnaissance en retour. Je me persuadais qu'en famille, on ne compte pas, que l'amour est un don inconditionnel. Mais ce soir-là, dans cette chambre d'hôtel, je me suis demandé si je n'avais pas confondu générosité et effacement de soi. Un souvenir, plus douloureux que les autres, mais revenu en mémoire. Un dîner chez Stéphane, 4 ans auparavant. Sandrine avait convié des couples de son cercle, des femmes aux coiffures sophistiquées et des hommes qui discutaient de leur performance au golf et de leurs placements financiers. J'avais passé la soirée en cuisine, à remplir les carafes et à débarrasser les assiettes, m'efforçant d'être utile sans être envahissant. C'est là que j'ai entendu la voix de Sandrine, provenant de la salle à manger. Elle riait, désignant d'un geste ample la pièce fraîchement rénovée. Une de ses amies venait de complimenter la maison, s'étonnant qu'il puisse s'offrir une telle demeure si jeune. Nous nous sommes construits tout seuls, avait déclaré Sandrine.
sans aucune aide. Stéphane et moi, nous avons bâti cette vie par nos propres moyens. Je suis resté pétrifié près de l'évier, un plat à la main. J'attendais que Stéphane intervienne, qu'il rectifie. Il était là, en bout de table. Il savait d'où provenait l'argent. Il savait à qui il devait leur confort. Mais mon fils est resté silencieux. Il s'est contenté de sourire et de trinquer. Je n'ai jamais relevé l'incident. Je me suis dit que l'orgueil pouvait parfois altérer la mémoire. Mais ces paroles me sont restées en travers de la gorge, comme une écharde impossible à retirer. Un autre souvenir a fait surface, plus doux mais tout aussi révélateur. Un après-midi d'été, 3 ans avant la mort de Monique. Je suis rentré plus tôt que prévu et je l'ai trouvée accoudée à la clôture du jardin, absorbée dans une conversation avec notre voisine, Odette Martin. Elles se sont tues à ma vue, leur expression se faisant subitement neutre. « De quoi parliez-vous de si intéressant » ai-je demandé d'un ton léger. Monique m'a offert ce sourire énigmatique qu'elle avait mis 40 ans à perfectionner. Nous faisions des projets pour l'avenir, mon chéri. Je n'ai pas cherché à en savoir plus. Je ne l'ai jamais pressée de questions. Ma confiance en elle était absolue. C'est peut-être cette confiance qui m'a empêché de voir ce qui se tramait. Ce que j'ignorais, c'est que Monique avait passé des années à observer le drame qui s'était joué chez Odette. 15 ans plus tôt, la belle-fille d'Odette avait manigancé pour la faire expulser de sa propre maison. Des arguties juridiques, une manipulation psychologique, et un fils trop influençable pour s'opposer à sa femme. Odette avait tout perdu, sa maison, ses économies, sa place au sein de sa famille. Monique avait été révoltée pendant des semaines. Je la revois arpenter le salon, la voix vibrante d'indignation. Comment a-t-il pu laisser faire ça à sa propre mère? Comment a-t-il pu assister à ça sans réagir? Puis, plus bas, comme pour elle-même, jamais ça n'arrivera à Pierre. Jamais. Je n'avais pas saisi la portée de ces mots à l'époque. Je pensais qu'elle exprimait sa compassion pour une voisine malheureuse. Mais Monique ne parlait jamais pour ne rien dire. Chacun de ces mots était une semence dont je ne voyais pas encore la future récolte. Assis dans cette chambre d'hôtel, au son du trafic incessant de la nationale et dans l'odeur de déterge, j'ai enfin commencé à assembler les pièces du puzzle. Je n'étais pas un homme généreux. J'étais un homme invisible. Et Monique avait tout vu, tout ce que j'avais refusé de voir. Le premier matin dans cet hôtel de bord de route a débuté dans le silence. Non pas le silence pesant de celui qui est ignoré, mais un silence différent, un silence qui m'appartenait. Je me suis levé avant le soleil et je me suis installé sur la seule chaise de la chambre, près de la fenêtre. Les rideaux bon marché laissaient filtrer la lumière blafarde de l'aube et le flot continu des véhicules sur la route en contrebas. Pour 45 € la nuit, j'avais droit à des draps propres, une télévision que je n'allumerais jamais, et une vue sur des inconnus en route vers une autre destination. C'était amplement suffisant. J'ai attendu que la colère monte. Je m'y étais préparé la veille au soir, m'imaginant passer une nuit blanche, les poings crispés, à ressasser tout ce que j'aurais dû dire. Les explications que j'aurais dû exiger, les limites que j'aurais dû imposer depuis bien longtemps. J'ai attendu que la fureur vienne combler le vide dans ma poitrine, me donne un élan, une raison d'agir. Mais la colère n'est jamais venue. À la place, un sentiment plus froid, plus calme, s'est emparé de moi. Une prise de conscience qui avait mûri pendant des années, enfouie sous un tas d'excuses et de justifications. Je n'avais pas été soudainement maltraité. J'avais été progressivement effacé. Si lentement que je m'en étais à peine aperçu. Au début, j'étais le père qui donnait un coup de main. Puis, je suis devenu le père dont on attendait un coup de main. Ensuite, je suis simplement devenu le coup de main lui-même, une fonction plutôt qu'un individu. Et pour finir, je n'étais même plus cela. J'étais un meuble. Un obstacle occupant une chambre dont Sandrine avait besoin pour un autre projet. Le problème n'avait jamais été une question d'argent. Je le comprenais désormais avec une clarté presque douloureuse. J'aurais pu leur donner le double, le triple, cela n'aurait rien changé. Car le cœur du problème n'était pas ce que j'apportais, mais la perception qu'ils avaient de moi. En cours de route, Stéphane avait cessé de voir son père pour ne plus voir qu'une ressource. Quant à Sandrine, elle ne m'avait jamais vu du tout. J'étais un simple élément de l'infrastructure de leur vie, au même titre que la plomberie ou l'électricité, utile lorsque tout fonctionne, agaçant lorsqu'on le remarque.
J'ai envisagé d'appeler Stéphane. D'exiger une explication, des excuses, une forme de reconnaissance de ce que je méritais un traitement plus digne que d'être l'objet d'une conversation comme un vulgaire squatteur, et ce, en ma propre présence. J'ai visualisé l'échange, les mots que j'emploierais, les arguments que je développerais. J'avais été ingénieur pendant 40 ans, je savais construire un raisonnement comme je savais construire un pont, des fondations solides, une progression logique, une répartition des charges étudiées pour que l'ensemble ne s'effondre pas sous la pression. Puis, j'ai imaginé la réaction de Stéphane, la posture défensive, les justifications, la voix de Sandrine en fond sonore, lui dictant ses répliques, et l'inévitable compromis qui me permettrait de réintégrer la chambre d'amis avec de vagues promesses de changement. Des promesses qui s'évanouiraient en quelques semaines. Je retrouverais le même silence, la même invisibilité, le même lent effacement. Rien ne changerait, car rien ne pouvait changer. Je n'étais pas, à leurs yeux, quelqu'un pour qui il valait la peine de changer. J'ai donc pris une autre décision. Je n'allais pas argumenter. Je n'allais pas m'expliquer. Je n'allais ni plaider ma cause, ni défendre ma dignité, ni tenter de convaincre des gens dont le jugement était déjà fait. J'allais simplement me retirer. Totalement. Sans esclandre. Sans amertume. Sans tentative désespérée de leur faire prendre conscience de leurs actes. J'allais simplement cesser. Cesser d'appeler. Cesser d'aider. Cesser d'exister dans leur univers. Les laisser affronter la vie sans mon soutien invisible. Les laisser recevoir les factures que j'avais toujours réglées en catimini. Les laisser faire face aux imprévus que j'avais toujours gérés dans l'ombre. Les laisser découvrir, petit à petit, l'ampleur de ce que je maintenais à flot sans que personne ne s'en aperçoive ou ne s'en préoccupe. Ce n'était pas une vengeance. La vengeance suppose de la colère, et je n'en avais plus aucune à revendre. C'était plus simple que cela. C'était moi, décidant enfin, à 67 ans, que j'avais assez de valeur pour cesser de m'offrir à des gens qui ne mesuraient pas la valeur du don. Je suis resté longtemps assis devant cette fenêtre, à observer le trafic s'intensifier avec l'avancée de la matinée. Des poids lourds acheminant des marchandises vers des villes lointaines, des familles en monospace partant en vacances, des représentants de commerce pressés, tout un monde en mouvement, en route vers une destination, avec un objectif qui m'était totalement étranger. Pour la première fois depuis une éternité, j'ai ressenti une forme de paix. J'avais passé ma vie d'adulte à combler le silence par l'utilité. Si j'aidais, j'avais de la valeur. Si je subvenais à leurs besoins, on m'aimait. Je n'avais jamais appris à simplement exister sans avoir à gagner ma place. Mais là, dans cette chambre d'hôtel, à regarder le monde défiler, j'ai commencé à comprendre que certains silences ne sont pas synonymes de vide. Certains silences sont des affirmations. Certains silences sont les paroles les plus fortes qu'un homme puisse prononcer. Je n'allais pas quémander ma place à leur table. Je n'allais pas justifier mon droit à une dignité élémentaire. Je n'allais pas faire la leçon à des adultes sur des principes qu'ils auraient dû intégrer depuis longtemps. J'allais simplement me taire, et laisser ce silence parler pour moi. Le silence n'était pas un aveu de faiblesse. C'était la première limite que je posais en 67 ans d'existence. Le troisième matin, j'ai enfin trouvé la force de passer cet appel que je repoussais. Les derniers mots de Monique avaient résonné en moi à chaque heure d'insomnie passée dans cette chambre d'hôtel. Lorsqu'ils te révèlent leur vraie nature, fais-leur confiance. Et ce jour-là, appelle Maître Leclerc sans tarder. J'avais gardé ces mots comme une lettre cachetée, sans jamais vraiment en saisir le sens, sans être prêt à le découvrir. Mais seul dans cette petite chambre, avec pour seule compagnie le bruit de la route et mes propres pensées, j'ai compris que je n'avais plus de raison de différer. Maître Bernard Leclerc était notre notaire depuis près de 30 ans. Il gérait notre patrimoine, nos actes de propriété, toute cette architecture juridique discrète qui encadre une vie. Monique avait une confiance aveugle en lui, et sa confiance m'avait toujours suffi. J'ai composé le numéro de son cabinet, que je connaissais par cœur. La secrétaire m'a mis en ligne sans me faire attendre, comme si mon nom était sur une liste prioritaire. Après 2 sonneries, Maître Leclerc a décroché. Pierre. Il y avait dans sa voix une intonation que je ne parvenais pas à définir. Du soulagement, peut-être, ou une forme d'attente. Cela fait 2 ans que j'attends votre appel. J'étais décontenancé. Je m'attendais à des salutations d'usage, des condoléances, cette danse un peu gauche de la reprise de contact après une longue absence.
Au lieu de cela, Maître Leclerc parlait comme s'il avait compté les jours jusqu'à cet instant. Monique a laissé des consignes, a-t-il poursuivi avant que j'aie pu articuler un mot. Des consignes très précises. Elle m'a fait jurer de les respecter à la lettre, quel que soit le temps que cela prendrait. Des consignes? À quel sujet? À votre sujet. Sur la marche à suivre lorsque vous finiriez par appeler. Il y eut une pause, et je l'entendis feuilleter des documents. Elle m'a confié une enveloppe scellée. Les conditions étaient formelles. Je ne pouvais l'ouvrir que le jour où vous quitteriez la maison de votre fils. Pas avant, et sous aucun autre prétexte. Uniquement lorsque vous auriez décidé de vous-même de quitter Stéphane et Sandrine. J'ai eu l'impression que la pièce vacillait. Je me suis cramponné au bureau pour retrouver mon équilibre. Elle savait, ai-je murmuré. Elle savait que cela se produirait. Pas la date exacte, mais elle savait à qui s'attendre, a répondu Maître Leclerc, sa voix empreinte d'admiration. Elle surnommait Sandrine celle qui fait les comptes dans le portefeuille des autres. Elle disait qu'elle observait cette femme évaluer votre patrimoine depuis le premier jour où Stéphane l'a présenté. Monique m'avait confié que ce n'était qu'une question de temps avant que Sandrine ne juge que vous aviez assez contribué. J'ai fermé les yeux, et le visage de ma femme m'est apparu. Son sourire entendu, son regard perçant qui ne laissait rien échapper. Pendant toutes ces années où je croyais protéger ma famille, c'était Monique qui me protégeait. Que contient cette enveloppe, Maître Leclerc? Des titres de propriété. Ceux de la maison de la rue des Glycines, la maison de votre enfance. La maison familiale. Il marqua un temps d'arrêt pour me laisser assimiler l'information. Monique l'a fait mettre à votre seul nom 3 ans avant son décès. Pleine propriété. Aucune indivision avec Stéphane. Aucune complication successorale. Elle est à vous, Pierre. Elle l'a toujours été. Sa valeur est estimée à environ 380 000 € sur le marché actuel. J'étais sans voix. La maison de la rue des Glycines appartenait à ma famille depuis 3 générations. Mon grand-père en avait bâti le porche de ses propres mains. Mon père m'y avait appris à faire du vélo. J'avais toujours pensé qu'elle reviendrait à Stéphane, comme un élément naturel de notre héritage, un autre morceau de moi que je transmettrais sans discussion. Mais Monique avait vu plus loin. Sandrine ne peut rien y faire, a continué Maître Leclerc. Stéphane n'a aucun droit légal dessus. Monique a pris toutes ses précautions. Elle a tout réorganisé en toute discrétion, s'assurant que les actes soient inattaquables. Elle m'a dit un jour qu'elle ne cherchait à punir personne, mais à vous garantir un refuge le jour où il vous mettrait à la porte. Ma gorge s'est nouée. 42 ans de mariage, et Monique continuait de veiller sur moi, d'anticiper les dangers que je ne voyais pas, de construire des ponts vers un lieu sur dont j'ignorais avoir besoin. Il y a autre chose, a ajouté Maître Leclerc avec prudence. Une seconde enveloppe. Monique a été très claire, je ne dois pas en parler tant que vous ne serez pas prêt. Et vous ne l'êtes pas encore, Pierre. Pas aujourd'hui. Que voulez-vous dire? Je veux dire qu'il ne s'agit pas seulement de transfert de propriété. Monique a consigné des faits, des observations, des schémas qu'elle a relevés au fil des ans. Il choisit ces mots suivants avec un soin manifeste. Elle voulait que vous ayez une vision d'ensemble, le moment venu. Mais elle savait aussi que certaines vérités demandent du temps pour être intégrées. Vous venez de quitter le domicile de votre fils. Vous êtes encore sous le choc. La seconde enveloppe peut attendre. Je voulais protester. Exiger qu'il me révèle tout, immédiatement. Qu'il cesse de me distiller les derniers vœux de ma femme comme on administre un remède. Mais quelque chose dans son ton m'a retenu. Maître Leclerc connaissait Monique depuis des décennies. S'il estimait que je n'étais pas prêt, il avait sans doute raison. Quand? Ai-je demandé. Lorsque vous aurez cessé d'être dans la réaction pour entrer dans la reconstruction. Vous le sentirez. Ce jour-là, rappelez-moi. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Je suis resté longtemps immobile dans cette chambre d'hôtel, le téléphone en main, comme s'il pouvait se remettre à parler, à me livrer une autre pièce du puzzle que Monique avait assemblé. Ma femme m'avait protégé par-delà la mort. Mais Maître Leclerc avait parlé d'une suite. Une seconde enveloppe, pour plus tard. Les factures sont arrivées chez Stéphane un mardi matin, 2 semaines jour pour jour après mon départ. Je n'étais pas là pour le voir, évidemment,
mais je connaissais ses factures sur le bout des doigts. Je les réglais discrètement depuis des années, interceptant le courrier avant quiconque, faisant des chèques de mon propre compte pour permettre à Stéphane et Sandrine de s'entretenir dans l'illusion d'une vie confortable bâtie à la sueur de leur front. L'assurance habitation, 2400 € par trimestre. Les impôts fonciers, dont le montant augmentait chaque année. L'entreprise d'entretien des espaces verts qui assurait un jardin impeccable, le système d'alarme qui permettait à Sandrine de dormir tranquille. C'étaient les fils invisibles que j'avais tissés autour de leur existence. Et ces fils étaient en train de se rompre. Stéphane m'a téléphoné dans l'après-midi. Sa voix avait cette tension particulière de celui qui s'efforce de garder son calme au milieu d'une crise qui le dépasse. « Papa, il doit y avoir une erreur avec le courrier. On reçoit des factures pour des services dont je n'avais jamais entendu parler. L'assurance, la taxe foncière, une société de paysagistes. » Il fit une pause. J'entendais la voix perçante de Sandrine en arrière-plan, sans pouvoir distinguer les mots. « Tu n'aurais pas oublié de mentionner certains arrangements, des prélèvements automatiques peut-être ?» J'ai écouté sans l'interrompre. C'était étrange de constater à quel point ces problèmes me semblaient lointains, comme s'ils me narraient les mésaventures d'un étranger. « Je n'ai rien oublié, Stéphane. Ces factures ont toujours existé. C'est simplement moi qui les prenais en charge. » Un silence. Puis, de nouveau, la voix de Sandrine, plus proche cette fois, exigeant de savoir ce que je racontais. « On va gérer », a finalement dit Stéphane, mais sa voix manquait d'assurance. C'est juste beaucoup de choses à démêler d'un coup. Je pouvais visualiser la scène sans peine. Sandrine, dans sa cuisine, entourée d'enveloppes qu'elle n'avait jamais remarquées. Son sentiment de maîtrise, si savamment entretenu, s'effritant à chaque nouveau montant découvert. Elle devait être en train de faire les 100 pas, claquant les papiers sur le comptoir, pestant contre ce complot, ce piège tendu par un vieil homme aigri qui n'acceptait pas sa place. Pour Sandrine, la question n'a jamais été l'argent. C'était le fait que des choses se passaient dans sa propre maison, à son insu, sans son consentement. C'était de découvrir que sa vie avait été subventionnée en sous-main par une personne qu'elle jugeait indigne de son attention. Les factures en elles-mêmes n'étaient pas insurmontables. La perte de contrôle, en revanche, l'était. « Il n'y a rien à démêler », ai-je dit d'une voix calme. « Ce sont désormais vos responsabilités. Je suis certain que vous trouverez une solution. » J'ai mis fin à la conversation avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit. Plus tard, dans l'après-midi, on a frappé à la porte de ma chambre. Je n'attendais personne. Je n'avais communiqué mon adresse à personne, je n'avais prévu aucune visite, je m'imaginais passer ces premiers jours dans un isolement total, le temps de réfléchir à la suite. Mais lorsque j'ai ouvert, Odette Martin se tenait sur le seuil, un plat de soupe maison à la main. Elle m'a souri, comme si ma surprise était la réaction attendue. « Une soupe de poulet au vermicelle », a-t-elle annoncé en me tendant le récipient encore chaud. La recette de Monique. Elle m'avait fait promettre de la prendre. Je me suis écarté pour la laisser entrer, toujours perplexe quant à la manière dont elle m'avait retrouvé. Odette s'est assise sur l'unique chaise de la chambre avec l'aisance de quelqu'un qui connaît les lieux, son regard balayant le mobilier sommaire sans la moindre critique. « Comment saviez-vous où j'étais » ai-je fini par demander. « C'est un petit village, Pierre. Les rumeurs circulent vite. » Mais son expression laissait entendre que ce n'était pas qu'une simple affaire de commérage. « J'attendais d'apprendre que vous étiez enfin parti. Monique me l'avait dit il y a des années, que ce jour arriverait. Elle ignorait juste quand. » Je me suis assis sur le bord du lit, la chaleur du plat se diffusant dans mes mains. Odette m'observait avec une expression difficile à déchiffrer. De la compassion, sans doute, mais aussi quelque chose de plus combatif, qui s'apparentait presque à de la satisfaction. « Monique a toujours dit que vous étiez plus résistant que vous n'en aviez l'air, a-t-elle poursuivi. Elle disait que vous aviez cette force tranquille que les gens confondent avec de la faiblesse. Le genre de force qui plie mais ne rompt pas. » Elle marqua une pause, son regard insistant. Elle avait raison. Vous êtes toujours là. Je ne me sentais pas fort. Je me sentais vidé, en proie au doute, comme un homme qui aurait sauté dans le vide et qui attendrait de savoir s'il allait s'écraser ou s'envoler. Mais les mots d'Odette m'ont enveloppé comme une couverture dont j'ignorais avoir besoin. Nous avons discuté pendant près d'1 heure. Elle m'a donné des nouvelles du quartier, m'a parlé des changements survenus depuis mon départ,
des petits potins qui alimentent la vie de ceux qui n'ont pas de soucis plus importants. Elle n'a pas cherché à savoir ce qui s'était passé avec Stéphane et Sandrine. Elle ne m'a offert ni conseil ni banalité. Elle est simplement restée assise avec moi dans cette chambre d'hôtel exiguë, me rappelant que je n'étais pas complètement seul. Avant de partir, Odette a ajouté, presque nonchalamment, « J'ai croisé la femme de Stéphane au supermarché hier. Elle était au téléphone avec quelqu'un. Elle ne m'a pas vu, j'étais dans le rayon d'à côté. » La voix d'Odette est devenue parfaitement neutre. Elle parlait de faire venir ses parents plus souvent maintenant que la situation se calmait, peut-être pour un long séjour. Elle disait que la chambre du fond serait idéale pour eux. La chambre du fond. Ma chambre. L'espace dont Sandrine avait besoin pour autre chose. J'ai remercié Odette pour la soupe et je l'ai regardée quitter le parking de l'hôtel. Puis je suis resté longtemps près de la fenêtre, à songer aux chambres, aux remplaçants, et à la désinvolture avec laquelle certains se défont de ce qui ne leur est plus utile. Le confort est une chose fragile lorsque personne n'est là pour veiller discrètement à son maintien. Et j'avais décidé de ne plus rien maintenir. Les semaines suivantes ont charrié leur lot d'échos et de bribes d'informations, les pièces d'un puzzle que je pouvais reconstituer sans avoir besoin d'être sur place. Odette passait à l'hôtel tous les 2 ou 3 jours, toujours avec une petite attention, une soupe, du pain, une fois une part de tarte du bistrot où elle prenait le café avec ses amis. Ses visites étaient brèves, mais toujours riches en renseignements. Dans un petit village, m'expliquait-elle, les gens parlent. Et Sandrine leur donnait amplement matière à discussion. Le premier projet à tomber à l'eau fut leurs vacances. Stéphane et Sandrine planifiaient depuis des mois un séjour sur la côte. Le genre d'escapade que Sandrine se plaisait à évoquer en société, location d'une villa en bord de mer, dîner de fruits de mer, une semaine de photos savamment mises en scène à partager avec des amis pour qui la réussite se mesure au nombre de destinations de luxe que l'on peut s'offrir. Mais le voyage fut annulé en toute discrétion. Sandrine expliqua à son club de lecture qu'un imprévu professionnel était survenu pour Stéphane, et qu'il remettrait cela à l'année suivante. Mais l'ami d'Odette, membre du même club, n'a pas manqué de noter le rictus qui a crispé le sourire de Sandrine à ce moment-là. Puis ce fut le tour de la voiture. Depuis l'automne, Sandrine ne parlait que de remplacer sa berline. Elle passait ses week-ends chez les concessionnaires, laissant traîner des prospectus sur le comptoir de la cuisine, bien en vue pour Stéphane. Un SUV de luxe, avec siège en cuir et un GPS qu'elle ne maîtriserait jamais. Mais les prospectus ont disparu, et les visites du week-end ont cessé. Si on l'interrogeait sur sa nouvelle voiture, Sandrine esquivait la question. Les sorties au restaurant se sont faites de plus en plus rares. Fini les dîners improvisés à l'italien du centre-ville, fini les brunchs entre amis au café aux omelettes hors de prix. Sandrine s'est mise à cuisiner plus souvent, une activité qu'elle avait toujours affirmé détester. Le train de vie qu'elle avait si soigneusement affiché commençait à se fissurer, et son entourage pouvait observer les lézardes s'agrandir. Je comprenais, même de loin, que ce n'était pas l'argent en soi qui tourmentait Sandrine. Elle et Stéphane n'étaient pas sur la paille. Ils avaient de bons salaires, un crédit immobilier raisonnable, des économies que bien des familles leur envieraient. Ce que je leur avais fourni, ce n'était pas de quoi survivre, mais de quoi vivre confortablement. C'était la différence entre une vie de réussite et une vie d'exception. Ce qui torturait Sandrine, c'était la perte de contrôle. Pendant des années, elle s'était vue comme l'architecte de sa propre existence. C'est elle qui décidait, qui fixait les règles, qui dessinait les contours de leur vie et l'image qu'ils projetaient. Et voilà qu'elle découvrait que quelqu'un d'autre avait tenu les rênes en coulisses, et que ces rênes lui avaient été arrachées sans son consentement. Elle m'a appelé un jeudi soir. J'étais assis près de la fenêtre de ma chambre, contemplant le coucher de soleil qui nuançait la route d'orange et d'or. Lorsque son nom s'est affiché sur mon téléphone, j'ai hésité à répondre. Mais une impulsion m'a poussé à décrocher. Peut-être voulais-je entendre ce qu'elle avait à dire. Peut-être voulais-je simplement confirmer l'idée que je me faisais d'elle. Qu'est-ce que tu cherches à prouver, au juste ? Sa voix était agressive, accusatrice, le ton de quelqu'un qui a passé des jours à préparer cette confrontation. Filer en pleine nuit comme un martyr, nous faire passer pour des bourreaux. C'est ça que tu voulais ? Nous punir ? Que tout le monde s'apitoie sur le sort du pauvre Pierre ? J'ai encaissé ces paroles sans réagir. Elle ne posait pas de questions. Elle formulait des accusations sous forme de questions, le genre qui n'attend pas de réponse, car la réponse importe peu.
Je ne cherche rien à prouver, Sandrine. Je vis ma vie, c'est tout. Ta vie. Elle a eu un rire sans joie. Tu te morfonds dans un hôtel minable pendant qu'on se débrouille avec le chaos que tu as laissé derrière toi. Tu as la moindre idée de ce que tu as fait à cette famille. Je n'ai rien fait à votre famille. J'ai simplement cessé de faire des choses pour votre famille. La nuance est de taille. Un silence à l'autre bout du fil. Je l'entendais respirer. Je la devinais, cherchant la prochaine pique, l'angle d'attaque qui me ferait plier. Rien. Je vis ma vie, c'est tout, ai-je répété posément. Puis j'ai raccroché. Je n'ai pas répondu lorsqu'elle a rappelé. Je n'ai pas répondu à la rafale de SMS qui a suivi, chacun plus virulent et désespéré que le précédent. J'ai simplement éteint mon téléphone et j'ai regardé les dernières lueurs du jour s'éteindre. Stéphane a appelé le lendemain matin. Sa voix était différente de celle de Sandrine, plus posée, plus hésitante. Il n'a pas accusé, il n'a pas attaqué. Il a demandé de mes nouvelles, si j'avais besoin de quelque chose, si j'envisageais de revenir. J'ai répondu poliment, mais laconiquement. J'allais bien. Je n'avais besoin de rien. Je n'envisageais pas de revenir. Avant de raccrocher, Stéphane a mentionné, comme en passant, qu'il avait examiné leur compte en banque, pour essayer de comprendre où passait l'argent maintenant que des dépenses imprévues ne cessaient de surgir. Il avait remarqué des virements suspects, vers un compte qui n'était pas le leur. J'ai essayé d'en parler à Sandrine, a-t-il dit à voix basse. Mais elle m'a fusillé du regard. Tu sais, ce regard. Alors j'ai refermé l'ordinateur et je n'ai pas insisté. Je connaissais ce regard. Je l'avais vu si souvent au fil des ans. Ce regard qui signifiait que certaines questions étaient tabous. Que certaines limites ne devaient pas être franchies. Que la paix du ménage reposait sur la capacité à ignorer ce qui crevait les yeux. Stéphane a ajouté, presque comme une réflexion personnelle, que Sandrine avait pris les mesures de mon ancienne chambre la semaine précédente. Elle l'avait arpentée, un mètre à la main, prenant des notes sur son téléphone, évoquant diverses possibilités. Elle a dit que ça ferait une chambre d'amis parfaite. Ou peut-être un bureau pour son père. Il marqua une pause. Sur le coup, je n'y ai pas prêté attention. Mais maintenant, je ne sais plus quoi en penser. Je l'ai remercié pour son appel et j'ai mis fin à la conversation. Je suis resté longtemps à méditer sur ses paroles. Les virements étranges, la chambre mesurée, les projets élaborés dans son dos, sans son accord. Sandrine ne perdait pas seulement le contrôle de sa situation. Elle était en train de construire autre chose, en secret, quelque chose dont même Stéphane était exclu. Le pouvoir a une saveur différente lorsqu'il ne vous obéit plus. Stéphane est venu me rendre visite 3 jours plus tard. Il est arrivé à l'hôtel sans prévenir. J'ai vu sa voiture se garer alors que le jour déclinait. Je l'ai observé depuis ma fenêtre. Il est resté assis plusieurs minutes avant de se décider à sortir et à se diriger vers ma porte. Ses épaules étaient affaissées d'une manière que je ne lui connaissais pas, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour lui. Quand j'ai ouvert, il n'a pas dit bonjour. Il est entré, m'a dépassé, et s'est assis sur l'unique chaise, le regard perdu vers le sol. J'ai refermé la porte et j'ai attendu. Quelle que soit la raison de sa venue, c'était à lui de trouver les mots pour la formuler. Je suis rentré plus tôt hier, a-t-il fini par dire. Sa voix était neutre, vide de toute l'énergie défensive qui le caractérisait. J'ai quitté le bureau vers 2 heures, j'avais mal à la tête. Sandrine ne s'attendait pas à me voir. Il fit une pause. Je le voyais revivre une scène qu'il aurait préféré ne jamais voir. Elle était au téléphone quand je suis entré par le garage. Elle parlait à sa mère. Elle ne m'a pas entendu. Les mains de Stéphane se sont crispées sur ses genoux. Sa voix était différente, toute excitée, comme si elle confiait un secret à une personne de confiance. Je suis resté dans le couloir et j'ai écouté. Je suis resté silencieux. Je sentais venir la suite, la confirmation des doutes que je nourrissais depuis qu'Odette m'avait parlé des projets de Sandrine pour ma chambre. Elle a dit, une fois qu'il sera définitivement hors jeu, vous pourrez emménager, papa et toi. La chambre est déjà libre. Il faut juste attendre encore quelques semaines que les choses se tassent. Stéphane a levé la tête, et j'ai lu dans son regard quelque chose de nouveau. De la honte, peut-être.
Ou cette douleur particulière que l'on ressent lorsqu'on s'autorise enfin à voir une vérité qui a toujours été sous nos yeux. Elle ne parlait pas d'une simple visite, papa. Elle parlait d'un remplacement. Ta chambre, ta place dans notre maison. Elle voulait t'effacer pour installer ses propres parents. Les mots sont restés en suspens entre nous. J'avais eu des soupçons depuis la conversation d'Odette au supermarché, mais en avoir la confirmation, entendre mon propre fils décrire le plan machiavélique de sa femme pour me remplacer par des gens qui la flatteraient au lieu de la percer à jour, cela avait un poids que le simple soupçon ne pouvait avoir. Je suis resté là, dans ce couloir, je ne sais combien de temps, a poursuivi Stéphane, complètement abasourdi, essayant de comprendre ce que j'entendais. Et puis, j'ai commencé à repenser à tout le reste. À toutes ces petites choses que j'avais remarquées mais que je refusais de relier entre elles. Il m'a décrit les schémas qu'il commençait à discerner. La façon dont Sandrine contestait la moindre dépense qui ne lui profitait pas directement, mais n'hésitait jamais à dépenser pour soigner son image. Sa manière de parler de l'avenir, toujours en se plaçant au centre, en ne considérant que son confort et ses désirs. La façon dont elle avait mesuré, planifié, préparé une version de leur vie où quiconque pourrait menacer son contrôle n'avait pas sa place. J'ai repensé à tout ce qu'elle disait sur toi, a dit Stéphane à voix basse. À toutes ces remarques que je faisais semblant de ne pas entendre. À la façon dont elle parlait de toi comme d'un fardeau que nous avions la générosité de tolérer. Et je n'ai jamais rien dit. Pas une seule fois. Je suis resté là, à la laisser faire, parce que je ne voulais pas de conflit. Je ne voulais pas faire de vagues. J'ai préféré la paix à la loyauté. J'ai préféré mon confort à mon rôle de fils. Sa voix s'est étranglée sur le dernier mot. J'ai regardé mon fils prendre conscience de ce qu'il était devenu. Et j'ai ressenti une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Ni colère, ni satisfaction de le voir souffrir. Mais une sorte de tristesse, pour nous deux. Pour toutes ces années perdues dans le silence et l'évitement. Qu'est-ce que tu comptes faire ? Ai-je demandé. Stéphane a secoué la tête. Je ne sais pas encore. Mais maintenant, j'observe. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, tous les plans qu'elle échafaude. Je suis attentif comme je ne l'ai jamais été. Il a planté son regard dans le mien. Je ne la confronte pas. Pas pour l'instant. J'ai besoin de voir l'ensemble du tableau. J'ai besoin de savoir ce qu'elle cache d'autre. J'ai reconnu dans ses paroles, dans sa démarche, la stratégie que j'avais adoptée quelques semaines plus tôt, dans cette même chambre. Pas de dispute, pas d'accusation. Juste une observation silencieuse, pour laisser la vérité émerger d'elle-même. Les virements, a-t-il ajouté. J'ai creusé. Elle a transféré de l'argent sur un compte dont j'ignorais l'existence. Pas des sommes folles, mais des versements réguliers. Quelques centaines d'euros par-ci, par-là. Elle se constitue un pécule. Je ne sais pas encore pourquoi. Il s'est levé pour partir. Arrivé à la porte, il s'est arrêté, la main sur le chambranle. Je suis désolé, papa. Pour tout. Pour ne pas t'avoir défendu. Pour avoir fait semblant de ne pas voir ce qui se passait sous mon propre toit. Il a eu du mal à déglutir. Je ne peux pas effacer le passé, mais je peux changer l'avenir. J'ai hoché la tête, sans lui offrir le réconfort qu'il espérait peut-être. Certaines blessures ne se guérissent pas avec des mots. La confiance se regagne par des actes. Stéphane a semblé le comprendre. Il n'a pas demandé mon pardon, ni mon absolution. Il est parti, sa voiture s'éloignant dans la pénombre. Je suis resté à la fenêtre bien après que ses feux arrière aient disparu, songeant au silence et à ses multiples facettes. Pendant des années, le silence de Stéphane avait été une arme qui m'avait blessé sans laisser de traces visibles. Son refus de parler, de prendre ma défense, de reconnaître l'évidence. Ce silence avait été une complicité déguisée en neutralité, une trahison maquillée en désir de paix. Mais son silence avait changé. Il n'était plus dicté par la peur ou l'évitement. Il était devenu une arme pour collecter des preuves, pour monter un dossier, pour se préparer à une confrontation qui risquait de lui coûter tout ce qu'il croyait posséder. Le silence d'un fils peut être plus blessant que les mots. Mais pour la première fois, le silence de Stéphane n'était plus synonyme de peur. Il était synonyme de vigilance. La semaine qui a suivi la visite de Stéphane s'est déroulée dans le calme. J'avais quitté l'hôtel,
utilisant une partie des fonds débloqués par Maître Leclerc pour louer un petit appartement meublé à la périphérie du village. Rien de luxueux, juste une chambre, une kitchenette, et une fenêtre qui donnait sur un parking plutôt que sur la nationale. C'était mon chez-moi. Et cela me suffisait. J'ai passé mes journées à m'établir une petite routine. Café matinal au bistrot du coin, promenade dans le quartier l'après-midi, soirée de lecture pour rattraper mon retard. Le silence qui m'entourait désormais était différent de celui de la maison de Stéphane. Ce n'était pas le silence de l'indifférence, mais celui de la solitude choisie. Et j'ai découvert que ce n'était pas du tout la même chose. Je pensais souvent à ce que Stéphane m'avait révélé. L'appel de Sandrine à sa mère, les plans qu'elle avait échafaudés, le conte secret qu'elle alimentait. Je me demandais ce qu'il découvrait en l'observant de plus près. Quels autres schémas se dessinaient dans le paysage de leur mariage. Mais je ne l'ai pas appelé pour le savoir. C'était son cheminement à lui, son épreuve face à la femme qu'il avait préférée à son propre père. Il devait trouver seul la sortie du labyrinthe. L'avis de taxe foncière est arrivé chez Stéphane un vendredi après-midi. Je l'ai su car Stéphane m'a envoyé un court SMS le soir même, 2 phrases seulement, grosse facture d'impôt reçue aujourd'hui. Sandrine le prend très mal. Je pouvais imaginer la scène sans peine. L'enveloppe a en tête du trésor public. Le genre de courrier officiel qui ne souffre aucune négligence. Sandrine l'ouvrant, s'attendant à une formalité, et découvrant un avis de 8 500 € à régler sous 30 jours. Sa confusion a dû être sincère. Elle ignorait l'existence de cette charge, car je m'en étais toujours acquitté discrètement, comme du reste. C'était l'un des fils invisibles les plus importants que j'avais tissés autour de leur vie. Et il venait de se rompre. Je n'ai pas répondu au SMS de Stéphane. Il n'y avait rien à dire. L'appel est survenu à 23 h. J'étais déjà au lit, sur le point de m'endormir, lorsque mon téléphone s'est illuminé du nom de Sandrine. J'ai failli laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Peut-être voulais-je l'entendre, maintenant que son univers si bien ordonné s'écroulait. Peut-être voulais-je assister au moment où le contrôle lui échapperait définitivement. C'est ta faute. Sa voix m'a assailli avant même que j'aie pu prononcer un mot. Une voix brisée, vacillante, entre la fureur et les larmes. Tu as tout manigancé. Tu nous as tendu un piège. Tu attendais ce moment, n'est-ce pas? Tu attendais de nous voir couler, bien au chaud dans ton petit appartement, avec ton air supérieur. Je n'ai rien dit. J'ai simplement écouté le flot d'accusations et d'apitoiements. 8 000 €. 8 000 € qu'on n'a pas, parce que tu nous as sabotés depuis le début. Toutes ces factures que tu ne nous as jamais montrées. Toutes ces dépenses que tu as dissimulées pour nous les jeter à la figure. Tu voulais que ça arrive. Tu voulais nous punir de t'avoir demandé de partir. Eh bien, bravo. Tu as gagné. Tu es content maintenant? Elle pleurait, des larmes de rage de celle qui a perdu le contrôle et qui ne comprend pas comment. J'ai écouté ses sanglots, sa respiration haletante, les insultes qu'elle me lançait entre deux hoquets. Je l'ai laissé se vider de sa colère. J'ai laissé la tempête de ses émotions se briser contre le mur de mon silence. Lorsqu'elle a enfin marqué une pause, j'ai parlé. D'une voix calme, posée, sans colère ni satisfaction. Juste la vérité, nue. Je n'ai rien manigancé, Sandrine. Je ne vous ai tendu aucun piège. Je n'ai pas dissimulé de dépenses pour vous punir. Ces factures ont toujours existé. Vous ne les avez simplement jamais vues, parce que j'étais toujours là pour les intercepter. Je fis une pause pour laisser mes mots infuser. Je ne vous ai rien fait. J'ai simplement cessé de faire des choses pour vous. J'ai cessé de vous retenir lorsque vous trébuchiez. Ce n'est pas du sabotage. C'est juste la loi de la gravité. Un silence à l'autre bout du fil. J'entendais sa respiration. Je la sentais chercher une réplique. Une contre-attaque. Quelque chose qui ramènerait la culpabilité sur mes épaules, là où elle voulait si ardemment la voir. Tu pourrais nous aider, a-t-elle fini par dire, d'une voix plus faible, dépouillée de sa fureur initiale. Tu pourrais arranger ça. Tu as l'argent. Je le sais. Tu pourrais effacer tout ça. C'est vrai, je pourrais, ai-je concédé. Mais je ne le ferai pas. Pourquoi? Le mot est sorti comme un souffle.
Parce que vous n'avez pas besoin de moi pour résoudre vos problèmes, Sandrine. Vous avez besoin de prendre conscience que vous avez des problèmes. Vous avez besoin de comprendre que la vie que vous meniez n'était pas entièrement la vôtre. Elle reposait sur des fondations que vous n'avez pas bâties, et elle était entretenue par des mains que vous n'avez jamais remerciées. Je pris une inspiration. Je ne te punis pas. Je cesse simplement de te sauver. La différence est de taille. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répliquer. Puis j'ai éteint mon téléphone et je l'ai posé sur la table de chevet, face cachée, pour que son silence ne soit pas troublé. Je suis resté longtemps allongé dans l'obscurité de mon petit appartement, à l'écoute des bruits lointains de la circulation et des craquements de ce bâtiment qui ne m'étaient pas encore familiers. J'ai attendu que la culpabilité me gagne, que le remords s'installe. Sandrine souffrait. Sa vie confortable s'effondrait. Et j'avais le pouvoir d'y mettre un terme, de faire un chèque et de tout arranger, de redevenir ce pourvoyeur invisible qui assurait le bon fonctionnement de la machine. Mais la culpabilité n'est pas venue. Pas plus que le remords. À la place, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. Un soulagement dans ma poitrine, le relâchement d'une tension dont j'ignorais même l'existence. Pendant 10 ans, j'avais soutenu une structure que nul autre ne voyait, j'avais porté un poids que nul ne reconnaissait, terrorisé à l'idée que si je m'arrêtais, ne serait-ce qu'un instant, tout s'écroulerait. J'avais arrêté. Et j'étais toujours debout. L'écroulement avait lieu ailleurs, chez des gens qui n'avaient jamais apprécié le sol sur lequel ils marchaient. Cette fois, je ne l'ai pas secouru. Et pour la première fois en 10 ans, j'ai dormi d'une seule traite. Maître Leclerc m'a appelé le lundi matin. Sa voix avait cette même tonalité grave et mesurée que lors de notre première conversation, le ton de quelqu'un qui s'apprête à annoncer quelque chose d'important. « Vous êtes prêt pour la suite, maintenant » a-t-il dit d'emblée. « Pouvez-vous passer à mon cabinet cet après-midi » J'ai fait les 30 kilomètres jusqu'à son cabinet d'avocat, le cœur battant la chamade. La seconde enveloppe. Celle que Monique avait mise de côté pour plus tard, pour le jour où je serais assez fort pour affronter la vérité qu'elle renfermait. J'y avais beaucoup pensé pendant mes semaines à l'hôtel, et pendant les journées paisibles dans mon nouvel appartement. Je m'étais interrogé sur les secrets que ma femme avait pu garder, sur les observations qu'elle avait pu noter, sur le dernier message qu'elle avait voulu me transmettre. Uniquement après que j'ai tourné le dos à tout ce qu'elle savait que je devrais un jour quitter. Le cabinet de Maître Leclerc se trouvait dans une élégante maison de maître reconverti, dans une rue arborée. J'y étais venu de nombreuses fois au fil des ans, pour signer des actes et consulter des dossiers, mais aujourd'hui, ce lieu familier était empreint d'une atmosphère que je ne parvenais pas à nommer. La secrétaire m'a fait entrer directement dans son bureau, où Maître Leclerc m'attendait, une enveloppe Kraft à la main. « Asseyez-vous, Pierre » m'a-t-il invité en désignant le fauteuil en cuir qui lui faisait face. « Cela risque de prendre un peu de temps. » Il a fait glisser l'enveloppe sur le bureau. Elle était plus épaisse que je ne l'imaginais, lourde de ce que Monique y avait déposé. Mes mains tremblaient légèrement tandis que je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvait un carnet, relié en cuir, le genre que Monique affectionnait pour ses écrits personnels. La couverture était patinée par l'usage, les pages couvertes de son écriture reconnaissable entre toutes. J'ai immédiatement identifié les pleins et les déliés de sa plume, la manière si appliquée dont elle formait chaque lettre. Elle a tenu ce journal pendant ces 2 dernières années, m'a expliqué Maître Leclerc à voix basse. Elle me l'a confié 6 mois avant de nous quitter, avec pour consigne de ne vous le remettre qu'une fois que vous auriez quitté la maison de Stéphane. Elle voulait que vous compreniez ce qu'elle avait vu. J'ai ouvert le carnet à la première page. La date était inscrite dans le coin, près de 3 ans auparavant. Les mots de Monique m'ont accueilli comme une voix d'outre-tombe. Pierre a encore fait un chèque à Stéphane aujourd'hui. 1 200 € pour une prétendue urgence inventée par Sandrine. J'ai observé son visage lorsqu'il l'a signé, son sourire, comme si cet argent n'avait aucune importance, comme si donner allait de soi. Mais j'ai vu le relevé de compte la semaine dernière. Il puise dans notre épargne retraite. Il ne me dit rien, car il sait que je m'y opposerai. Il s'imagine que s'il donne suffisamment, ils finiront par le voir. Par l'aimer comme il le mérite. Mais Sandrine n'aime pas. Elle calcule. Et Stéphane a oublié ce que signifie être un fils. J'ai tourné la page, puis une autre. Page après page, des mois, des années de notes. Monique avait tout consigné.
Chaque remarque désobligeante de Sandrine lorsqu'elle pensait que personne d'important n'écoutait. Chaque fois que Stéphane avait détourné le regard lorsque sa femme rabaissait son père. Chaque repas de fête où l'on m'avait relégué en bout de table, présent physiquement mais exclu de la conversation. Chaque chèque que j'avais fait, chaque sacrifice que j'avais consenti. Chaque parcelle de moi que j'avais offerte à des gens qui prenaient sans gratitude et recevaient sans reconnaissance. Une note m'a particulièrement frappé. Elle datait de 18 mois avant la mort de Monique, lors d'un dîner de famille dont j'avais à peine souvenir. Sandrine a raconté à son ami ce soir qu'il s'était construit tout seul, sans l'aide de personne. Pierre était à 3 mètres d'elle. Il a tout entendu. J'ai vu son visage se durcir, je l'ai vu encaisser le coup sans ciller. Je l'ai vu continuer à débarrasser les assiettes comme si de rien n'était. Plus tard, je lui ai demandé s'il allait bien. Il m'a répondu que oui. Il ne va pas bien. Il ne va pas bien depuis des années. Mais il ne peut pas le voir. Car le voir, ce serait admettre que ses sacrifices n'ont servi à rien. Son fils est perdu. Sa belle-fille est une prédatrice. Et mon mari, l'homme le plus fort que j'ai jamais connu, a été vidé de sa substance, si progressivement qu'il ne se rend même pas compte de son propre vide. Les larmes ont jailli, sans que je puisse les retenir. Elles ont coulé sur mes joues, tombant sur les pages du carnet de Monique, faisant baver l'encre de ces mots écrits des années plus tôt. J'ai pleuré pour la première fois depuis ses obsèques. Des sanglots profonds, convulsifs, qui semblaient venir de plus loin que le simple chagrin. J'ai pleuré sur les années gâchées, sur l'amour mal investi, sur cette femme qui avait tout vu et qui avait tenté de me protéger, même lorsque je refusais de me protéger moi-même. Maître Leclerc est resté silencieux. Il est simplement resté assis, en face de moi, me laissant pleurer, comprenant que certains moments appellent un témoignage plutôt qu'un réconfort. Lorsque j'ai retrouvé mon souffle, j'ai lu la dernière entrée. Elle datait de 3 semaines avant la mort de Monique. L'écriture était tremblante, trahissant la faiblesse de son corps. Je ne peux pas le protéger de mon vivant. Si je parle, on me traitera de belle-mère intrusive. Ils monteront Pierre contre moi, le persuaderont que je suis jalouse, autoritaire, ou simplement vieille et amère. Sandrine excelle dans ce genre de manipulation. Stéphane croira tout ce qui lui assurera la tranquillité. Je dois donc protéger Pierre par-delà la mort. Tout est prêt. La maison est à l'abri. Les documents sont signés. Maître Leclerc sait ce qu'il a à faire, et quand. Mon seul regret est de ne pas être là pour tenir la main de Pierre lorsqu'il découvrira enfin la vérité. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Peut-être doit-il trouver sa force seul, sans pouvoir s'appuyer sur moi. Je l'aime. Je l'ai toujours aimé. Et je l'aimerai toujours. Même lorsque je ne serai plus là, même lorsqu'il se croira seul, il ne le sera jamais. Il me porte en lui, pour toujours. J'ai refermé le carnet et je l'ai serré contre ma poitrine, comme j'aurais voulu la serrer elle, une dernière fois. Les larmes coulaient toujours, mais elles étaient différentes. Ce n'était plus seulement du chagrin. C'était quelque chose de plus pur, comme une libération. Monique m'avait laissé bien plus qu'une maison. Elle m'avait laissé la vérité. Documentée, datée, et irréfutable. J'ai gardé le journal de Monique sur ma table de chevet pendant des semaines. Certains matins, je me levais avant l'aube et je lisais quelques pages, laissant sa voix emplir l'obscurité silencieuse. D'autres fois, je ne parvenais pas à l'ouvrir, le poids de son amour et de son absence étant trop lourd à porter. Mais le simple fait de savoir qu'il était là, de savoir qu'elle avait tout vu et qu'elle avait continué à croire en moi, a changé quelque chose de fondamental dans ma façon d'aborder chaque journée. Odette a commencé à me rendre visite plus souvent après que je lui ai parlé du journal. Elle arrivait en fin d'après-midi avec de petites attentions, un pain de la boulangerie ou un sac de pommes du verger voisin. Nous nous asseyions dans mon modeste appartement et nous parlions de choses que je n'avais évoquées avec personne depuis des années, la perte de Monique, le chagrin si particulier d'être mis au ban par la famille que nous avions nous-mêmes construite, de nos propres mains et de notre propre cœur. Odette comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait comprendre. Elle était passée par là avant moi, 15 ans plus tôt, lorsque sa propre belle-fille avait orchestré son éviction de la famille qu'elle avait chérie pendant des décennies. Elle connaissait la honte de se sentir de trop. Elle connaissait la confusion de se demander ce qu'elle avait bien pu faire de mal, ce qu'elle aurait pu faire différemment, si la faute lui incombait ou si elle était victime de la cruauté d'autrui.
Et elle connaissait le lent et douloureux processus de reconstruction d'une vie sur les ruines d'une trahison. Il vous faut un meilleur endroit, m'a-t-elle dit un après-midi, en inspectant mon petit appartement d'un œil critique. C'est suffisant pour se cacher, mais vous ne vous cachez plus. Vous vivez. Il vous faut un lieu qui respire la vie. Elle m'a aidé à trouver un nouvel appartement, plus proche du centre du village. Il était situé au 2e étage d'un immeuble ancien, propre, lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur le petit parc où les enfants jouaient le week-end et où les couples de personnes âgées promenaient leurs chiens aux premières heures du jour. Le loyer était abordable, les voisins discrets, et pour la première fois depuis que j'avais quitté la maison de Stéphane, j'ai eu le sentiment d'aller de l'avant, et non plus de fuir quelque chose. J'ai réalisé, au cours de ces semaines, que j'avais oublié le goût des plaisirs simples. Pendant si longtemps, chaque moment de joie avait été teinté d'un sentiment d'obligation. Chaque instant de repos avait été troublé par la conscience que quelqu'un, quelque part, attendait quelque chose de moi. Mais maintenant, libéré de toute attente, je redécouvrais les petites satisfactions que j'avais mises de côté depuis des années. Le café matinal au bistrot, à 2 rues de chez moi. La serveuse a retenu mon nom et ma commande en moins d'une semaine. Il y avait quelque chose de profondément réconfortant à être reconnu simplement pour sa présence. Les flâneries du samedi au marché, à examiner des légumes que je n'avais nulle intention d'acheter, à tendre l'oreille aux conversations des passants sur la pluie et le beau temps, sur leurs petits-enfants et sur le prix des tomates. Les soirées passées à dévorer les livres que j'avais commencés puis abandonnés pendant mes années de service invisible, enfin libre de les terminer sans être interrompu. Un après-midi, Odette a dit quelque chose qui m'a fait poser ma tasse et la regarder fixement. Monique et moi, nous parlions souvent de vous, a-t-elle dit avec précaution. Très souvent, en fait. Plus que vous ne l'imaginez. De quoi parliez-vous? De tout. De votre mariage, de votre fils, de votre façon de donner sans jamais rien attendre en retour. Odette marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Elle m'a fait faire une promesse, Pierre, avant de mourir. Quelle promesse? Elle secoua la tête. Pas tout de suite. Vous êtes plus fort qu'avant, mais vous n'êtes pas encore prêt pour cette conversation. Le moment venu, je vous dirai tout. Mais pas aujourd'hui. J'ai eu envie d'insister. D'exiger des réponses, comme j'avais voulu exiger la seconde enveloppe de Maître Leclerc avant qu'il ne soit prêt à me la donner. Mais j'avais appris la patience, ces dernières semaines. Certaines vérités ont besoin de temps pour être acceptées. Les brusquer ne fait qu'amoindrir leur portée. Le centre des aînés est devenu, de façon inattendue, mon point d'ancrage. J'y étais entré un matin pour me renseigner sur les services sociaux, et la directrice, une femme au regard vif nommée Valérie, avait jeté un œil à mon CV et m'avait demandé si je serais intéressé par du bénévolat. Il cherchait quelqu'un pour aider les personnes âgées à s'y retrouver dans le dédale administratif qui semble se complexifier d'année en année. Formulaire d'assurance, dossier d'aide sociale, documents médicaux. Toute cette complexité bureaucratique qui peut vite dépasser ceux qui ont passé leur vie à travailler de leurs mains plutôt qu'à compulser des dossiers. J'ai accepté sans hésiter. Et dans ce simple oui, j'ai trouvé quelque chose que je n'attendais pas, un but. Pas le but de se sentir nécessaire pour des gens qui vous tiennent pour acquis. Pas le but de résoudre des problèmes pour que d'autres puissent faire comme s'ils n'existaient pas. Mais le but d'être utile, selon mes propres termes. D'aider des gens qui vous en sont reconnaissants. De faire une différence qui est reconnue, et non invisible. Les pensionnaires du centre des aînés me remerciaient. Ils me regardaient dans les yeux lorsqu'ils me parlaient. Ils s'enquéraient de ma journée et écoutaient mes réponses. De si petites choses, au fond. Des marques de politesse élémentaires que la plupart des gens considèrent comme normales. Mais après des années à être traité comme un meuble dans la maison de mon propre fils, ces petites attentions étaient des cadeaux d'une valeur inestimable. Je n'étais plus un pourvoyeur. Je n'étais plus un fardeau. Je n'étais plus invisible. J'étais simplement Pierre Dubois, 67 ans, un homme qui avait le droit d'exister et la liberté de choisir comment mener son existence. Pour la première fois depuis des années, je me sentais présent. Pas indispensable, juste présent. Et c'était suffisant. Ils sont venus à mon appartement un samedi après-midi, 3 mois après mon départ. Je rentrais de mon bénévolat au centre des aînés lorsque j'ai aperçu la voiture de Stéphane sur la place de parking réservée aux visiteurs. J'ai ralenti le pas. Je savais que ce moment finirait par arriver.
Sandrine n'était pas du genre à admettre sa défaite en silence. Il m'attendait dans le couloir, devant ma porte. Stéphane se tenait là, les mains dans les poches, les épaules rentrées, le regard fixé sur le sol. Il avait l'air de vouloir être n'importe où sauf ici. Sandrine, à côté de lui, se tenait droite, le visage composé en une expression de douce contrition. Elle s'était habillée pour l'occasion, des vêtements sobres, un maquillage discret, le parfait costume de la belle-fille repentante venue demander pardon. « Papa » a commencé Stéphane d'une voix mal assurée. « On peut entrer ? On voudrait te parler. » J'ai ouvert la porte et je les ai laissés entrer. Mon appartement était petit, mais en ordre. La lumière de l'après-midi filtrait par les fenêtres qui donnaient sur le parc. Le regard de Sandrine a balayé la pièce, faisant l'inventaire de chaque objet. Le mobilier de seconde main, la pile de livres sur la table basse, la photo de Monique que j'avais posée sur le rebord de la fenêtre pour qu'elle soit baignée de la lumière du matin. « Asseyez-vous » ai-je dit en désignant le canapé. J'ai pris le fauteuil en face, gardant une certaine distance. Sandrine a pris la parole sans attendre, la voix tremblante d'une émotion qu'elle voulait me faire croire sincère. « Pierre, j'ai beaucoup réfléchi depuis ton départ. À la situation, à mes erreurs. » Elle a tamponné ses yeux avec un mouchoir qu'elle tenait déjà à la main, visiblement préparé pour la scène. J'ai eu tort. Je le reconnais maintenant. Ma façon de te parler, les choses que j'ai dites, c'était injuste. J'étais stressé, dépassé, et je me suis acharné sur toi. Elle marqua une pause, attendant une réaction de ma part. Je suis resté silencieux. Tu nous manques, papa, a-t-elle poursuivi, sa voix se brisant avec art. La maison est si vide sans toi. Ton père manque à Stéphane. Les enfants demandent après leur grand-père. Nous sommes une famille, et une famille doit rester unie. Elle a esquissé un geste vers ma main, puis s'est rétractée lorsque je n'ai pas bougé. S'il te plaît, reviens à la maison. On peut repartir à zéro. On peut être la famille que nous aurions toujours dû être. J'ai observé sa performance avec une lucidité nouvelle. Les pauses calculées, les larmes stratégiques, les mots soigneusement choisis pour manipuler plutôt que pour communiquer. Je me suis demandé combien de fois elle avait répété cette tirade devant son miroir, ajustant son expression pour trouver le parfait équilibre entre le remords et l'espoir. Ce n'est pas moi qui te manque, Sandrine. Ma voix était calme, sans colère ni accusation. Juste un constat. C'est ce que je représentais qui te manque. La différence est de taille. Son expression s'est figée un instant. Une fissure dans le masque, aussitôt réparée. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui nous manques. La personne, le père, le grand-père. Alors pourquoi as-tu pris les mesures de ma chambre pour y installer tes parents avant même que je sois parti? Pourquoi as-tu annoncé à ta mère qu'il pourrait emménager dès que je serais hors jeu? Je l'ai observé attentivement pendant que je parlais. Stéphane m'a dit qu'il t'avait entendu au téléphone. Tu ne préparais pas une réunion de famille. Tu préparais un remplacement. La douceur a quitté le visage de Sandrine. Sa posture s'est raidie. La belle-fille éplorée s'est évanouie, laissant place à la femme que j'avais appris à connaître au fil de 10 ans d'observation silencieuse. La calculatrice, la manipulatrice, celle qui comptait l'argent des autres. Après tout ce qu'on a fait pour toi, sa voix s'est durcie, le masque de la réconciliation tombant. On t'a offert un toit quand tu n'avais nulle part où aller. On t'a nourri, logé, on t'a intégré à notre famille, et c'est comme ça que tu nous remercies? En nous laissant tomber à la première difficulté. Tu nous es redevable, Pierre. Stéphane, à côté d'elle, s'est agité, mal à l'aise, mais n'a pas dit un mot. Il observait, je m'en suis souvenu, il collectait des informations. Mais observer n'est pas agir. Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, Sandrine? Ai-je demandé posément. Citez-moi une seule chose. Silence. Vous m'avez donné une chambre dans une maison que j'ai contribué à payer. Vous m'avez servi des repas à une table que j'ai contribué à acheter. Vous m'avez intégré à une famille qui me traitait comme un meuble. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai payé vos travaux de rénovation. J'ai payé votre voiture. J'ai payé l'école privée de vos enfants. J'ai payé votre assurance, vos impôts, et vos imprévus. Et en échange,
vous m'avez accordé un lit et la permission d'exister en votre présence. Ce n'est pas de la générosité, Sandrine. C'est une location. Et le loyer que j'ai versé était bien plus élevé que tout ce que vous m'avez fourni. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pour une fois, elle était à court d'arguments, de manipulation. Elle s'attendait à retrouver le Pierre d'avant, celui qui s'excusait pour des torts qu'il n'avait pas commis, qui apaisait des conflits qu'il n'avait pas créés, qui se réfugiait dans le silence plutôt que d'affronter des vérités dérangeantes. Mais ce Pierre-là n'existait plus. Je ne reviendrai pas, ai-je déclaré. Ni aujourd'hui, ni jamais. La version de moi qui vivait chez vous, qui payait vos factures sans un mot de remerciement, qui acceptait votre mépris comme le prix à payer pour appartenir à une famille. Cet homme-là est mort. Je l'ai enterré le soir même où j'ai quitté votre maison. Sandrine s'est levée d'un bond, son sang-froid ayant volé en éclats. Tu le regretteras, a-t-elle lancé, la voix étranglée par la rage. Quand tu seras vieux, malade et seul, tu regretteras d'avoir renié la seule famille qu'il te restait. Je n'ai pas renié ma famille, Sandrine. C'est ma famille qui m'a renié. J'ai simplement cessé de faire semblant de ne pas le voir. Elle est sortie comme une furie. Stéphane est resté un instant, son regard croisant le mien avec une lueur qui ressemblait à du respect. Puis il a suivi sa femme, me laissant seul dans mon petit appartement, baigné de la lumière de l'après-midi, avec pour seul bruit de fond le son lointain des enfants qui jouaient dans le parc. Je ne reviendrai pas en arrière. Et elle commençait enfin à le comprendre. Stéphane est revenu le lendemain après-midi, seul. J'ai entendu frapper à la porte et j'ai su, avant même d'ouvrir, que quelque chose avait basculé. Le rythme était différent. Ce n'était pas le tapotement hésitant d'un homme accompagnant sa femme à contre-cœur. C'était un coup franc, déterminé, le coup de quelqu'un qui a pris une décision. Il se tenait sur le palier, l'air de ne pas avoir dormi. Il avait les yeux cernés, les vêtements froissés, comme s'il les avait enfilés à la hâte. La neutralité forcée qu'il affichait la veille avait disparu, remplacée par une expression brute, à vif. Le visage d'un homme qui a enfin cessé de se mentir. Je peux entrer ? Sa voix était rauque. Il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a bien longtemps. Je me suis effacé pour le laisser passer. Il ne s'est pas assis sur le canapé, là où il s'était tenu mal à l'aise à côté de Sandrine la veille. Il est resté debout près de la fenêtre, le regard perdu sur le parc, rassemblant ses esprits avant de se lancer dans la confession qu'il était venu faire. Après notre départ hier, Sandrine et moi, on s'est disputé, a-t-il commencé d'une voix lente. Pas à ton sujet. À propos de l'argent. Elle voulait savoir pourquoi j'épluchais nos relevés de compte ces derniers temps. Je lui ai dit que c'était juste par souci de gestion. Elle ne m'a pas cru. Il s'est tourné vers moi, et j'ai vu dans ses yeux une expression que je ne lui avais pas vue depuis son enfance, la peur. Pas la peur du conflit qu'il avait réduit au silence pendant des années. Une peur plus profonde. La peur de voir enfin la vérité en face. J'ai suivi ses virements, papa. Ceux qui allaient sur ce compte que je ne connaissais pas. J'ai fini par comprendre où allait l'argent. Il a dégluti. Elle virait de l'argent sur un compte séparé. À son nom seul. 47 000 € en 2 ans. Des petites sommes, par-ci par-là. Toujours des montants assez faibles pour ne pas attirer l'attention, à moins de chercher spécifiquement. Je suis resté silencieux. Je m'en doutais depuis que Stéphane m'avait parlé de ces virements étranges, des semaines plus tôt. Mais entendre le chiffre, prendre la mesure de sa préméditation, a eu l'effet d'un choc. Ce n'est pas illégal, a poursuivi Stéphane. L'argent venait de notre compte joint. Elle avait le droit de le déplacer. Mais elle ne m'a rien dit. Elle n'a rien demandé. Elle s'est juste construit une issue de secours en douce, pendant que je faisais semblant que tout allait bien. Il s'est éloigné de la fenêtre et s'est laissé tomber dans le fauteuil en face de moi. Ses mains tremblaient légèrement. Ce n'est pas tout. L'appel téléphonique dont je t'ai parlé, quand elle discutait avec sa mère de leur installation. Je ne t'ai pas tout raconté. Il a levé les yeux vers moi. Elle a dit que tu n'étais que le début. Que lorsque tu serais parti et que ses parents seraient installés, elle aurait le soutien nécessaire pour passer à l'étape suivante. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire à l'époque. Maintenant, je comprends. Elle ne prévoyait pas seulement de te remplacer,
papa. Elle prévoyait aussi de me remplacer. Ou, du moins, d'avoir tout en place au cas où elle déciderait que je n'étais plus d'aucune utilité. Les mots sont restés en suspens entre nous. J'ai regardé mon fils se débattre avec la réalité de la femme qu'il avait épousée, qu'il avait défendue, qu'il avait choisie au détriment de son propre père, maintes et maintes fois. Je savais, a-t-il fini par dire, la voix brisée. C'est ça le pire. Je savais qu'elle se comportait mal avec toi. Je le voyais tous les jours. Ses remarques, sa façon de parler de toi comme si tu n'étais pas dans la pièce, sa manière de te faire sentir comme un fardeau simplement parce que tu existais dans la maison de ton propre fils. Les larmes ont commencé à rouler sur ses joues. Mais j'avais peur. J'avais tellement peur que si je disais quelque chose, si je prenais ta défense, je la perdrais. Qu'elle me quitte, ou qu'elle me rende la vie impossible, ou qu'elle monte les enfants contre moi. Alors je me suis tu. J'ai fermé les yeux. Je l'ai laissé te démolir petit à petit, parce que j'étais trop lâche pour l'en empêcher. Il sanglotait maintenant, de ces sanglots profonds qui trahissent des années de culpabilité enfin libérées. Je l'ai choisi, papa. À chaque fois, je l'ai choisi, elle, plutôt que toi. Et je l'ai choisi, elle, plutôt que la mémoire de maman. Il m'a regardé, le visage ravagé. Maman aurait tellement honte de moi. Elle m'a mieux élevé que ça. Elle t'aimait tant. Et j'ai laissé quelqu'un te traiter comme un moins que rien au sein de ta propre famille. Je suis désolé. Tellement désolé. Je ne sais pas comment réparer ça. Je ne sais même pas si c'est possible. J'ai laissé le silence s'installer avant de répondre. Je n'éprouvais aucune satisfaction à voir mon fils s'effondrer. Aucune vengeance à l'entendre enfin admettre ce que j'avais subi. Juste une profonde et lasse tristesse pour toutes ces années perdues, à cause de sa peur et de mon silence. Je te pardonne, Stéphane. Il a relevé la tête, un mélange d'espoir et d'incrédulité dans le regard. Mais le pardon ne signifie pas un retour en arrière. J'ai soutenu son regard. On n'efface pas 10 ans de silence avec une seule conversation. On ne reconstruit pas la confiance avec une simple excuse. Le pardon signifie que je ne ressens plus de colère envers toi. Que je suis prêt à aller de l'avant. Mais aller de l'avant ne veut pas dire faire comme si le passé n'avait pas existé. Ce qui viendra ensuite, tu devras le mériter. Par tes actes, pas par tes mots. Par ta constance, pas par tes promesses. Il a hoché la tête lentement, acceptant le poids de mes paroles. Je comprends, a-t-il dit à voix basse. Je ferai tout ce qu'il faudra. Le temps qu'il faudra. Je l'ai cru. Pour la première fois depuis des années, j'ai cru que mon fils était sincère. La question était de savoir s'il aurait le courage d'aller jusqu'au bout, lorsque le prix à payer deviendrait évident. Car la vérité qu'il venait d'énoncer n'allait pas sauver son mariage. Elle allait le détruire. Et nous le savions tous les deux. Mon fils avait enfin dit la vérité. Mais cette vérité n'allait pas sauver son mariage. Elle allait y mettre fin. Odette m'a appelé 3 jours après la confession de Stéphane. Sa voix avait une gravité que je ne lui connaissais pas, une solennité qui laissait présager une conversation longuement préparée. « Passez me voir cet après-midi » a-t-elle dit. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. Quelque chose que j'ai promis à Monique de vous transmettre lorsque vous seriez prêt. » Je suis arrivé à sa petite maison à 15 heures. La maison était simple mais d'une propreté méticuleuse, remplie des souvenirs d'une vie entière. Des photos de famille ornaient les murs, des plantes vertes s'épanouissaient sur les rebords de fenêtres. Une odeur de thé fraîchement infusé flottait depuis la cuisine, où Odette préparait un plateau. Elle a posé le service sur la table basse, entre nous, puis a pris une petite boîte en bois sur une étagère, près de la cheminée. La boîte était ancienne, son bois poli par les années. Elle l'a déposée sur la table, à côté des tasses, et s'est assise en face de moi. Monique m'a écrit des lettres, a-t-elle commencé à voix basse. Durant les 5 dernières années de sa vie. Pas beaucoup, une douzaine tout au plus, mais chacune était importante. Elle a soulevé le couvercle de la boîte, révélant une liasse d'enveloppes nouées par un ruban décoloré. Je les ai toutes gardées. J'ai regardé les lettres, reconnaissant l'écriture de Monique sur la première enveloppe. Ma femme avait entretenu une correspondance avec Odette pendant des années, et je n'en avais jamais rien su. Une autre strate de la forteresse qu'elle avait érigée autour de moi, à mon insu.
Avant de vous les montrer, je dois vous parler de moi, a dit Odette, les mains jointes sur ses genoux, en prenant une profonde inspiration. De quelque chose que je ne vous ai jamais raconté directement, même si je suppose que Monique vous en a touché un mot. Elle a commencé son récit, et peu à peu, son passé est sorti de l'ombre où elle l'avait confiné. 15 ans plus tôt, Odette vivait dans la maison qu'elle avait construite avec son mari. Après le décès de celui-ci, elle y était restée seule, entretenant la maison, payant les factures, s'imaginant y finir ses jours, dans ce foyer où elle avait élevé son fils. Mais son fils s'est marié avec une femme nommée Caroline. Et Caroline avait d'autres projets. Ça a commencé par de petites choses, a raconté Odette, sa voix ferme mais teintée d'une douleur ancienne. Des remarques sur le fait que la maison était trop grande pour une seule personne. Des suggestions pour que je m'installe dans une résidence pour personnes âgées. Des questions sur mes finances qui ressemblaient plus à un inventaire qu'à de l'inquiétude. Le schéma qu'elle décrivait était douloureusement familier. La lente dégradation de son statut. La progressive dévalorisation de sa personne. La métamorphose de mère en fardeau, de membre de la famille en obstacle. En l'espace de 2 ans, j'avais signé des papiers que je ne comprenais pas vraiment. Caroline s'occupait de tout, toujours avec le sourire, en m'assurant qu'elle agissait dans mon meilleur intérêt. La mâchoire d'Odette s'est contractée. Le temps que je comprenne ce qui s'était passé, j'avais perdu ma maison. Mes économies avaient fondu. Mon fils se tenait aux côtés de sa femme, m'expliquant que je perdais la tête, que j'avais tout accepté, et que je devrais leur être reconnaissante de m'aider à trouver un établissement convenable. Elle marqua une pause, et j'ai vu le spectre de cette dévastation passer sur son visage. Mon fils ne m'a pas adressé la parole depuis 14 ans. J'ai des petits-enfants que je n'ai jamais vus. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais sacrifié pour ma famille, m'a été enlevé par une femme qui ne voyait en moi qu'un obstacle à son propre confort. Le parallèle avec ma propre histoire était frappant. Sandrine avait emprunté le même chemin que Caroline, avec les mêmes méthodes, pour le même objectif. La seule différence, c'est que j'avais réussi à m'échapper avant que le piège ne se referme. Monique a vu ce qui m'arrivait, a poursuivi Odette. Elle a été l'une des rares à me croire lorsque j'ai essayé d'expliquer la situation. Les autres pensaient que j'étais amer, sénile, ou simplement incapable d'accepter que mon fils ait sa propre vie. Mais Monique, elle, savait. Elle a vu toute l'affaire se dérouler, et ça l'a terrifiée. Odette a pris l'une des lettres, sans l'ouvrir. Elle est venue me voir environ 4 ans avant sa mort. Elle s'est assise là où vous êtes assis, et elle m'a dit qu'elle voyait les mêmes schémas se mettre en place dans votre famille. Les calculs de Sandrine, la faiblesse de Stéphane, votre tendance à donner jusqu'à ne plus rien avoir. Odette a planté son regard dans le mien. Elle m'a dit, je ne laisserai pas la même chose arriver à Pierre. Aidez-moi. Ma gorge s'est nouée. Je savais que Monique m'avait protégé. J'avais lu son journal, j'avais vu les preuves de sa prévoyance. Mais je n'avais pas mesuré à quel point elle avait analysé le danger, à quel point elle s'était inspirée du malheur d'une autre pour me préserver. Nous avons tout organisé ensemble, a dit Odette. Le transfert de la maison, les lettres scellées, la consignation de l'attitude de Sandrine à votre égard. C'est moi qui lui ai recommandé Maître Leclerc, car il m'avait aidé à me battre contre Caroline des années plus tôt. Il a perdu cette bataille, mais il en a tiré des leçons. Monique voulait quelqu'un qui connaisse ce genre de situation, qui ne sous-estimerait pas l'adversaire. Des larmes perlaient maintenant dans les yeux d'Odette. Les premières que je lui voyais verser. Je n'ai pas pu me sauver, Pierre. J'ai tout perdu. Ma maison, mon fils, mes petits-enfants, ma place dans le monde. Sa voix s'est légèrement brisée. Mais je pouvais aider Monique à vous sauver. Je pouvais m'assurer que ce qui m'était arrivé ne vous arriverait jamais. Et c'était suffisant. Il fallait que ce soit suffisant. J'ai tendu la main et j'ai pris la sienne. Nous sommes restés assis en silence. 2 survivants de la même guerre silencieuse, unis par une femme qui nous avait aimés assez pour tirer les leçons d'une tragédie et bâtir quelque chose de plus solide. Monique s'était inspirée de la destruction d'une autre, et celle qui avait tout perdu m'avait aidé à ne jamais rien perdre. Les semaines qui suivirent ma conversation avec Odette furent différentes des précédentes. Quelque chose avait changé en moi, une dernière pièce du puzzle avait trouvé sa place. Je comprenais désormais toute l'ampleur de l'œuvre de Monique, ce réseau de protection qu'elle avait patiemment et lucidement tissé autour de moi.
Cette prise de conscience m'a apporté une forme d'apaisement que je ne savais pas chercher. J'ai entrepris de faire de mon petit appartement plus qu'un simple refuge. J'ai accroché la photo de Monique au mur, près de la fenêtre, de sorte que la lumière du matin vienne caresser son visage chaque jour. J'ai acheté une plante pour le rebord de la fenêtre, des lys blancs, comme ceux qu'elle avait toujours eu à la maison. Il demandait une attention particulière, un arrosage régulier, le juste équilibre entre lumière et ombre. En prendre soin est devenu un rituel quotidien, une conversation silencieuse avec ma femme, qui n'avait pas besoin de mots. Peu à peu, l'appartement s'est rempli des marques d'une vie en reconstruction, des livres sur les étagères, un fauteuil confortable près de la fenêtre, une cuisine garnie d'ingrédients simples pour les repas que je me préparais. Rien d'ostentatoire, rien pour impressionner qui que ce soit. Juste l'accumulation honnête d'un homme qui apprend à vivre pour lui-même. Mon bénévolat au centre des aînés a pris une nouvelle dimension. Valérie, la directrice, a remarqué que les résidents se sentaient en confiance avec moi. Plus qu'avec les jeunes employés, qui parlaient trop vite et expédiaient leurs problèmes trop efficacement. Je comprenais leurs craintes, car je les avais vécues. Je savais ce que c'était que d'être ignoré, d'être traité comme un fardeau, de voir sa propre famille évaluer sa valeur et la trouver insuffisante. J'ai commencé à aider les résidents à comprendre leurs droits. Des choses simples au début, comme expliquer des documents ou décrypter le jargon juridique. Mais bientôt, j'en faisais plus. Aider des hommes et des femmes âgés à reconnaître les signes de l'exploitation financière. Leur apprendre à protéger leur patrimoine de parents qui considèrent l'héritage comme indu à percevoir au plus vite. Les orienter vers des professionnels comme Maître Leclerc lorsque les situations dépassaient mes compétences d'ingénieur. Je retrouvais dans leurs récits les mêmes schémas que Monique avait consignés dans son journal, ce qu'Odette avait vécu 15 ans plus tôt. L'érosion progressive de l'autonomie, la subtile transformation de la personne en problème, l'isolement qui s'installe lorsque les familles préfèrent ignorer les vérités dérangeantes. Ma formation d'ingénieur m'a été précieuse dans cette nouvelle mission. Je savais voir les structures sous-jacentes, identifier les points de faiblesse, et concevoir des solutions capables de résister à la pression. J'ai appris par Odette que Stéphane avait quitté la maison. Les informations étaient d'abord parcellaires, filtrées par le réseau des rumeurs du village, mais Stéphane me l'a finalement confirmé lui-même, lors d'un de nos appels téléphoniques de plus en plus fréquents. Sandrine et moi, nous sommes séparés, m'a-t-il annoncé, d'une voix calme et lasse de celui qui a cessé de lutter contre l'inévitable. J'ai pris un appartement près de mon travail. Les avocats s'occupent du reste. Je n'ai pas demandé la cause de la rupture. Je n'en avais pas besoin. Le mariage que Stéphane avait protégé à tout prix, la paix qu'il avait achetée au prix de son silence et de sa complicité, s'était effondré sous le poids de ses propres mensonges. Les plans méticuleux de Sandrine avaient échoué. Sa stratégie de sortie, le compte séparé et ses 47 000 euros, avaient été mis à jour. Le remplaçant qu'elle m'avait trouvé ne s'installerait jamais dans mon ancienne chambre. Je n'ai ressenti aucune joie à cette nouvelle, aucune vengeance, aucune satisfaction à voir l'édifice de leur vie confortable s'effondrer. J'ai simplement ressenti un sentiment plus calme, la certitude que la tempête était passée et que j'étais toujours debout. Les vents qui avaient menacé de m'emporter avaient finalement détruit autre chose, quelque chose qui méritait d'être détruit. Et j'avais survécu pour voir le ciel s'éclaircir. Stéphane m'appelait désormais tous les 2 ou 3 jours. Nos conversations étaient courtes, parfois maladroites, pleines des hésitations de 2 personnes qui réapprennent à se parler franchement après des années de non-dit. Il me parlait de son appartement, de son travail, de la lente reconstruction de sa vie après ses choix. Je lui parlais de mon bénévolat, des personnes que j'aidais, des petites joies de mon quotidien. Nous n'évoquions pas directement le passé. Nous ne revenions pas sur ces années de silence, ni sur mon sacrifice invisible. Les blessures étaient encore trop vives pour être exposées. Mais il y avait dans nos échanges une sincérité qui avait manqué pendant une décennie. Il faisait des efforts. Je l'entendais dans sa voix, dans ses questions, dans sa façon d'écouter réellement mes réponses au lieu d'attendre son tour de parole. Un soir, il m'a proposé de dîner ensemble. Pas au restaurant, pas en terrain neutre pour éviter le malaise. Chez moi. Il voulait voir où je vivais, comment j'avais rebondi, à quoi ressemblait ma vie maintenant que je n'étais plus invisible. J'ai accepté. Le dîner fut simple. Un poulet rôti, des légumes du marché, du pain de la boulangerie que m'avait recommandé Odette. Nous avons mangé à ma petite table, près de la fenêtre, en regardant le coucher de soleil dorer le parc.
Stéphane a complimenté le repas. Je lui ai raconté que je réapprenais à cuisiner, après des années à manger ce qu'on me servait. Nous avons parlé de la météo, de sport, de choses sans importance. Et c'est dans cette conversation anodine que quelque chose d'important s'est reconstruit. En partant, ce soir-là, Stéphane s'est arrêté sur le seuil. Il a balayé mon appartement du regard une dernière fois, s'attardant sur les photos, les livres, et les lys blancs épanouis sur le rebord de la fenêtre. « C'est chez toi, ici ?» a-t-il dit à voix basse. « Cet endroit te ressemble. » C'était la chose la plus gentille qu'il m'ait dite depuis des années. Après son départ, je suis resté près de la fenêtre, à regarder les dernières lueurs du jour s'éteindre. Le parc en bas était silencieux. Les enfants étaient rentrés, les promeneurs de chiens avaient terminé leur dernière ronde. J'ai repensé à tout ce qui m'avait mené à cet instant. La douleur, la perte, et le lent et difficile travail de reconstruction. Je ne survivais plus. Je vivais, enfin. Stéphane a déposé sa demande de divorce un jeudi matin, au début de l'automne. L'assignation a été délivrée par un huissier de justice à la maison que Sandrine occupait désormais seule. Le livreur n'avait aucune idée de l'histoire que contenaient ces pages. En quelques jours, la nouvelle s'est répandue dans notre petite communauté avec cette efficacité discrète propre au petit village. Je n'y étais pour rien. Je n'en avais pas eu besoin. Dans un lieu où tout le monde se connaît, où les familles se côtoient depuis des générations, l'information circule par des canaux qui n'ont pas besoin de malveillance pour fonctionner. Une remarque au supermarché, un chuchotement chez le coiffeur, une question posée au bistrot où j'étais devenu un habitué. La vérité s'est frayé un chemin vers la lumière. On a commencé à m'interroger sur la séparation. À l'église le dimanche, au marché le samedi, au centre des aînés où mon bénévolat m'avait rendu familier et respectable. On m'abordait avec une curiosité prudente, l'inquiétude hésitante de voisins qui sentaient que l'histoire était plus complexe qu'il n'y paraissait. Je n'ai pas menti. Je n'ai ni dramatisé, ni enjolivé. J'ai simplement dit la vérité, calmement, sans amertume ni apitoiement. Oui, j'avais vécu chez Stéphane et Sandrine. Oui, j'étais parti. Oui, il y avait eu des tensions. Si on insistait, je ne donnais que le strict nécessaire. On ne m'avait pas traité avec respect. On m'avait fait sentir de trop dans la maison de mon propre fils. J'avais préféré partir plutôt que de continuer à subir cette situation. Les gens ont comblé les vides eux-mêmes. Ils se sont souvenus de détails qu'ils avaient observés au fil des ans. Le ton méprisant de Sandrine lorsqu'elle parlait de son beau-père. Ma façon de me faire tout petit lors des réunions de famille, toujours en retrait, toujours à servir plutôt qu'à être servi. Les rénovations coûteuses et les voitures neuves qui apparaissaient, alors que je portais les mêmes vêtements année après année. Des schémas jusqu'alors invisibles sont soudain devenus évidents à la lumière de ce qu'ils savaient désormais. Odette m'a raconté plus tard la scène qui s'est déroulée à l'église, le dimanche suivant l'annonce du divorce. Sandrine est arrivée, impeccablement vêtue, le sourire figé, prête à jouer le rôle de l'épouse bafouée traversant une épreuve difficile. Mais elle n'a pas reçu la compassion qu'elle attendait. Les conversations se sont tues sur son passage. Les gens qui l'avaient toujours salué chaleureusement se sont contentés de hochements de tête polis avant de s'éloigner. Les femmes qu'elle considérait comme ses amies ont évité son regard. Les hommes qui avaient admiré son assurance la dévisageaient maintenant avec un mélange d'évaluation et de mépris. Après la messe, une femme âgée, Geneviève Blanchard, a abordé Sandrine sur le parking de l'église. Geneviève avait 83 ans, elle était veuve, connaissait ma famille depuis des décennies, et n'avait jamais eu sa langue dans sa poche. « J'ai appris ce que vous avez fait à Pierre Dubois », a dit Geneviève, sa voix portant dans le silence du matin. « Ce pauvre homme vous a tout donné. Il a payé votre maison, acheté votre voiture, il vous a nourri pendant 10 ans, et vous l'avez jeté dehors comme un malpropre. » Elle a secoué la tête lentement. « Honte à vous. » Sandrine est restée sans voix. Pour la première fois, son arsenal de dérobade et de manipulation l'a laissée démunie. Elle est restée figée sur le parking, tandis que Geneviève s'éloignait, sous les yeux de témoins qui allaient colporter l'histoire aux quatre coins du village avant le soir. Elle m'a appelé ce soir-là. J'étais assis près de la fenêtre, contemplant le coucher de soleil qui colorait le parc de teintes orangées et rouges, lorsque son nom s'est affiché sur mon téléphone. J'ai hésité à répondre, mais quelque chose me disait que ce serait notre dernière conversation, et je voulais entendre ce qu'elle avait à dire,
maintenant que tout ce qu'elle avait bâti s'effondrait. Tu m'as détruite, sa voix était pleine d'amertume, dénuée de toute affectation. Ma réputation, ma place dans ce village, tout ce que j'ai mis des années à construire, tu as tout anéanti. J'ai écouté sa colère, je l'ai laissé glisser sur moi sans m'atteindre. Il fut un temps où ces accusations m'auraient fait douter, m'auraient poussé à m'excuser pour des fautes que je n'avais pas commises. Ce temps était révolu. Non, Sandrine. Je ne t'ai pas détruite, ma voix était calme, sans aucune trace de satisfaction ou de revanche. Juste la vérité, simple et nue. C'est la vérité qui t'a détruite. J'ai simplement cessé de la dissimuler pour toi. Un silence à l'autre bout du fil, puis le clic de la communication coupée. J'ai reposé le téléphone et j'ai reporté mon attention sur le coucher de soleil. Les couleurs s'assombrissaient, le ciel passant de l'orange au violet à mesure que le jour tirait sa révérence. J'ai pensé à Sandrine, seule sur ce parking d'église, en proie au jugement qu'elle avait toujours redouté, dépouillée de l'image qu'elle avait si soigneusement entretenue. Elle n'avait pas perdu d'argent. Le règlement du divorce la mettrait à l'abri du besoin. Elle avait perdu quelque chose de bien plus précieux à ses yeux qu'un compte en banque bien garni. Elle avait perdu l'image qu'elle avait mis des années à façonner, la réputation qu'elle avait bâtie sur des fondations de mensonges et de mépris. Elle avait perdu le pouvoir de contrôler le regard des autres. Et pour Sandrine, c'était la perte la plus cruelle de toutes. 8 mois se sont écoulés, comme un fleuve suivant son cours, chaque journée s'enchaînant à la suivante avec un rythme dont j'avais oublié l'existence. L'état d'alerte permanent qui avait marqué mes années chez Stéphane, cette conscience aiguë d'être de trop, cet effort épuisant pour me faire assez petit pour être toléré, tout cela s'était dissipé dans les brumes du souvenir. À la place, il y avait quelque chose que je n'avais pas connu depuis la disparition de Monique, la paix. Mon appartement n'était plus un refuge, mais un foyer. Les murs étaient désormais ornés de photographies, des instantanés de différents moments de ma vie. Monique, le jour de notre mariage, resplendissante dans sa robe blanche. Stéphane, enfant, un large sourire aux lèvres, une canne à pêche à la main. Mes parents, posant devant la maison de la rue des Glycines, cette maison que la prévoyance de Monique m'avait conservée. Les lys blancs sur le rebord de ma fenêtre s'étaient épanouis sous mes soins, leurs fleurs embaumant la pièce d'un parfum qui me la rappelait chaque matin. Le centre des aînés était devenu, contre toute attente, le point d'ancrage de ma nouvelle vie. Ce qui n'était au départ qu'un simple bénévolat s'était transformé en une activité plus conséquente. Valérie m'avait promu à un poste de conseiller officiel, chargé d'aider les personnes âgées à naviguer dans les méandres des conflits familiaux et de l'exploitation financière. Ma formation d'ingénieur s'est révélée étonnamment pertinente. Je savais déceler les structures, les schémas, identifier les points de rupture, et concevoir des solutions pour protéger les plus vulnérables de ceux qui voudraient abuser d'eux. Les gens me faisaient confiance. Ils venaient dans mon petit bureau avec leurs craintes et leurs doutes, leurs papiers et leurs questions. J'écoutais, comme Monique l'avait toujours fait, avec patience et sans jugement. Je les aidais à comprendre leurs droits, je les mettais en relation avec des avocats et des assistantes sociales, je leur apprenais à reconnaître les signes avant-coureurs que j'avais moi-même si longtemps ignorés. C'était la mission que Monique aurait voulu que j'accomplisse. Chaque personne que j'aidais était comme une conversation avec elle, le prolongement de la protection qu'elle avait érigée autour de moi, étendue à d'autres qui en avaient besoin. Stéphane a finalisé son divorce au printemps. La procédure a été parfois houleuse, Sandrine se battant pour chaque centime qu'elle estimait lui revenir. Mais au final, le partage a été équitable. Il a conservé son épargne retraite. Elle a gardé l'argent qu'elle avait mis de côté en secret. La maison qu'ils avaient partagée a été vendue, le produit de la vente divisé. La structure physique de leur mariage raté a été démantelée et répartie. Il vient me voir tous les dimanches, maintenant. Nous regardons le match de football dans mon petit salon, en mangeant une pizza ou un plat asiatique, en parlant de sport, de la météo, et des petits riens de nos semaines respectives. Les conversations sont différentes d'avant. Plus honnêtes qu'elles ne l'ont jamais été durant les années de son mariage. Il me questionne sur mon travail au centre des aînés. Je lui demande des nouvelles de son travail, de son appartement, de la vie qu'il reconstruit lentement sur les ruines de ses choix. Nous parlons rarement de Sandrine ou des années que j'ai passées chez eux. Les plaies sont refermées, mais pas totalement guéries. Parfois, Stéphane évoque un souvenir au détour d'une phrase, et je vois la honte poindre sur son visage avant qu'il ne la chasse. Il réapprend à être un fils.
C'est un travail de longue haleine, parfois maladroit, mais d'une sincérité qui vaut toutes les belles paroles. Sandrine a déménagé 2 mois après le divorce. Elle ne supportait plus les messes basses qui l'accompagnaient au supermarché ou à l'église, les regards qui la jaugeaient et la jugeaient où qu'elle aille. L'image qu'elle avait mis des années à construire était irrémédiablement brisée, et elle n'avait pas les outils pour en bâtir une nouvelle. Odette a entendu dire qu'elle s'était installée dans une ville à 500 km de là, un endroit où elle pourrait repartir de zéro, en tant qu'inconnue, un endroit où le nom du bois n'évoquait rien. Je suis allé sur la tombe de Monique un dimanche matin, à la fin de l'été. Le cimetière était paisible. L'herbe venait d'être tondue, les pierres tombales projetaient de longues ombres dans la lumière naissante. J'ai apporté des lys blancs de ma fenêtre, les fleurs qu'elle aimait tant, et je les ai déposées doucement sur le granit froid où son nom était gravé. Tu m'as sauvé, ai-je murmuré, la main posée sur la pierre. Même de l'au-delà, tu as vu ce que je refusais de voir, et tu as bâti autour de moi des remparts qui ont tenu bon lorsque tout le reste s'est effondré. Je fis une pause, sentant la brise matinale murmurer dans les arbres qui bordaient les allées. Je comprends enfin, mon amour. Je comprends enfin ce que tu essayais de me dire. Et maintenant, je vis. Je vis vraiment. Comme tu l'as toujours voulu. Je suis resté longtemps, à lui parler du centre des aînés et des gens que j'aidais, des visites de Stéphane et de la lente reconstruction de notre lien, d'Odette et de l'amitié que nous avions nouée dans l'épreuve. Monique n'a pas répondu, bien sûr, mais j'ai senti sa présence dans la chaleur du soleil sur mon visage, dans le frémissement des feuilles, dans la paix qui s'était enfin installée en moi. Ce soir-là, je me suis assis sur un banc dans le parc, près de mon appartement, avec Odette à mes côtés. Le coucher de soleil embrasait le ciel de teintes dorées et pourpres. Un spectacle d'une beauté presque irréelle. Nous n'avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin. 2 survivants de la même guerre silencieuse, unis par la perte, l'amour, et la femme qui nous avait réunis. J'ai repensé à cette nuit où j'avais quitté la maison de Stéphane, avec une seule valise et le cœur en désordre. J'ai repensé à cette chambre d'hôtel où j'avais attendu une colère qui n'est jamais venue. J'ai repensé à Maître Leclerc et à ses enveloppes, à Odette et à ses lettres, à Monique et à son journal qui m'avait montré que je n'avais jamais été aussi seul que je le croyais. Ils ne m'ont pas perdu, cette nuit où Sandrine a prononcé ces mots. Ils ont perdu la version de moi qui sacrifiait tout pour être aimé. L'homme qui donnait sans recevoir, le père qui acceptait le mépris comme prix de son appartenance, ce pourvoyeur invisible qui avait oublié qu'il avait le droit d'exister. Cet homme était parti, et je ne le regrettais pas. Le soleil a disparu à l'horizon, laissant derrière lui des traînées de violet et d'orange dans le ciel qui s'assombrissait. Odette a tendu la main et m'a tapoté la mienne, un geste simple qui disait tout ce que les mots ne pouvaient exprimer. J'avais survécu. J'avais reconstruit. J'avais trouvé la paix. Et j'étais enfin devenu l'homme que Monique avait toujours su que je pouvais être.